Je pense que c'est le moment de mentionner le fait qu'on a vraiment pris trois films où c'est vraiment le trio des pères de l'année, quoi. C'est vraiment des pères exceptionnels qu'on a dans les trois films. C'est génial. Mais vous savez, il ne faut pas parler théoriquement des films. Il faut les faire, il faut les montrer, c'est tout. À mesure que les femmes se familiarisent avec la technique et la possèdent naturellement, on change aussi le cinéma. Moi, j'aime bien dire aux acteurs que j'entends le bruit de leurs pensées, comme si c'était des cric-crac de mécanique. Oui, je crois que de toute façon, il est difficile à notre époque de ne pas être influencé par le cinéma. Bonjour à tous et bienvenue dans 3 films, une émission Cinésphère. Bonjour Benjamin et bonjour Guillaume. Bonjour les garçons, Bonjour Mickaël, comment allez-vous? bonjour Tom. Ça va très très bien. Est-ce que avant de commencer avec le thème de Benjamin aujourd'hui, qui était, vas-y dis-nous, c'était quoi déjà? La fraternité, dans tous les sens du terme. C'est beau, oui oui, c'est ce que nous faisons. Magnifique. Ça nous représente tellement. Avant de commencer, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous avez vu ces derniers temps ou qu'est-ce que vous avez fait? Benjamin Je me lance. Benjamin, ouais. Allez. Moi, j'ai repris là aujourd'hui. J'avais fait une pause dans un animé qui s'appelle Demon Slayer, voilà, et que j'avais pas vu depuis un moment. J'avais vu les 3 premières saisons. Là, je crois qu'ils sont à la 5e. Et il y a actuellement le film au cinéma, carrément, gros film, enfin long métrage quoi. Et du coup voilà, j'ai repris là la saison 4. J'ai repris juste le premier épisode, enfin les 2 premiers épisodes aujourd'hui. Donc voilà, c'est toujours aussi sympathique visuellement, tout ça, l'animation est cool. L'histoire de base est sympa. Après, c'est juste qu'il y a le côté un peu. J'ai envie de dire le côté Dragon Ball, mais c'est surtout le côté shonen, notamment avec les méchants qui sont de plus en plus badass. Et à chaque fois qu'on en voit un nouveau, on dit oh mon dieu, c'est le méchant le plus fort que nous avons vu. Et du coup, on ne pourra jamais trouver plus fort que lui. Et après, le méchant d'après, il est plus fort que lui. Et c'est ça pendant plusieurs saisons. Donc voilà, il y a ce manque de surprise là parce que c'est à chaque fois redondant. Mais bon, voilà, si tu rentres dans le truc, c'est toujours assez stylé. Et sinon, en termes de film, le dernier film que j'ai vu, eh ben, c'était Superman, je crois, avec Christopher Reeves, et qui est sympathique. Voilà, faut vraiment se mettre dans le mood de l'époque, parce que c'est même pas 80, c'est fin 70. Donc voilà, c'est vieux, il y a plein de choses qui font rire, et là c'était cool parce qu'on l'a vu entre copains, donc voilà, il y avait un petit côté second degré où on a rigolé plusieurs fois visuellement et tout, parce que c'est après un coup de vieux forcément. Mais bon, si tu le prends, si tu le regardes au second degré, disons, voilà, si tu poses ton cerveau, comme on dit, ça se regarde plutôt bien, donc moi j'ai pas passé un mauvais moment, au contraire. Ok. Voilà. Pour ma part, je vais juste zapper parce que encore une fois, je dis ça à chaque fois, mais je n'ai rien regardé. Je joue à Zelda Tears of the Kingdom, beaucoup. Voilà, Ah. voilà, quitte à faire quelque chose. Donc c'est la deuxième fois que j'y joue. Je suis très très fan. J'avais beaucoup de mal à me mettre à Breath of the Wild la première fois parce que moi j'ai beaucoup de mal avec les jeux vidéo en général. Je suis très point and click, jeux d'aventure assez posés, etc. Parce que j'ai du mal aux jeux d'action et tout, parce que c'est pas mon truc, quoi. J'ai vraiment beaucoup de mal à gérer ça. Et Breath of the Wild, à l'époque, j'y ai joué parce que je joue à tous les Zelda. Et quand j'ai commencé, j'ai fait, mais c'est trop gros pour moi, ça j'y arriverai jamais. Et j'arrêtais pas de mourir tout le temps. Dès que je faisais un truc, je mourais. J'en avais ras le cul, je me disais, bon, si c'est pour comme ça, je pose. Et puis j'y ai rejoué, et j'ai compris pourquoi je mourais, c'est parce que je prenais pas assez mon temps. Je voulais aller toujours très vite, et par exemple, il y a une jauge d'endurance, et pour monter une montagne, ben, il faut gérer sa jauge d'endurance tout simplement. Et moi je sautais, et quand tu sautes sur une falaise, et ben, ça réduit énormément ta jauge d'endurance. Et que si tu sautes pas et que tu montes tranquillement, et bien en fait ta jauge d'endurance descend petit à petit et tu arrives à monter la falaise. Et c'est là que j'ai compris tout le système de jeu. Je me disais d'accord, c'est un jeu qui se ressent, qui se prend son temps, c'est tranquille, c'est zen. Bon, il y a des gros moments d'action aussi, hein, mais voilà. Et en fait depuis je suis un énorme fan, et c'est la première fois de ma vie qu'un jeu me manque à ce point-là. C'est-à-dire que quand je me suis séparé et que j'ai laissé la Switch à mon ex, j'avais plus les jeux. Et ça me manquait tellement atrocement que j'ai demandé à mon frère de me prêter sa Switch avec les jeux, parce que limite, je te promets, hein, quand j'ai reçu la Switch de la part de mon frère dans la voiture, j'en tremblais
j'en tremblais en fait. De manque et de me dire putain ça y est je l'ai là comme si j'avais ma drogue à côté de moi et que j'allais pouvoir bientôt l'utiliser quoi. C'était un truc de fou, je disais mais c'est en fait c'est une allégorie, tout ce que tu racontes c'est une allégorie pour dire que t'es héroïnomane. Ouais, Breath of the Wild quand tu te rentres l'aiguille dans le bras, enfin la jauge d'endurance, ouais c'est trop bien. Mais voilà, et Tears of the Kingdom qui est juste aussi une masterclass, enfin les deux, hein, c'est, même s'il y a beaucoup de gens qui disent ouais c'est un peu un DLC de Breath of the Wild, c'est juste une version améliorée, je suis pas d'accord, pour moi j'ai juste l'impression que Tears of the Kingdom c'est ce qu'aurait dû être Breath of the Wild, mais ils avaient pas encore les moyens, ils avaient pas encore tout le truc, et donc ils se sont dit on va commencer par un truc light, et après on va le faire version beaucoup plus complet, avec une histoire beaucoup plus riche, avec des choses beaucoup plus... Enfin, tout est plus riche en fait dans Tears of the Kingdom, c'est vraiment à 100% au-delà de Breath of the Wild, mais les deux sont des masterclass, j'adore ces jeux. Voilà. Ok. Ouais, en ce moment je joue à Assassin's Creed Unity et c'est un jeu qui me rend un peu fou parce que j'adore les Assassin's Creed, mais celui-là, je sais pas, il y a un truc qui prend pas et c'est un bordel, il y a beaucoup trop de trucs sur la mini-carte, à chaque fois que tu l'ouvres, t'as 6000 icônes, c'est horrible, t'es complètement perdu. Et ils disent que c'est le meilleur parcours du jeu, mais je suis pas d'accord, hein. C'est horriblement frustrant le nombre de fois où je me fais courser par des mecs, visés par des ennemis et tout, et je suis sur un toit et j'essaye de grimper, et il fait autre chose, il se décale sur le côté, des trucs comme ça rend complètement fou. Et il y a aussi pas mal de bugs. C'est celui qui se passe à Paris ? Ouais, c'est la Révolution, ouais. Ouais, ok. Et bon, bah je vais le finir, mais là où Black Flag, je l'avais fait à 100% pour le kiff, lui, je vais clairement voilà, le finir, et une fois que ce sera fini, bon, bah, je passerai à autre chose. Mais sinon, récemment, j'ai vu quelques films. Alors, j'avoue que c'est assez incroyable. Là, je suis sur une streak vraiment de films, mais une série de films, mais catastrophique. Déjà, je suis allé voir Conjuring 4 au cinéma. Alors, moi, je suis en Roumanie en ce moment, et c'était la première fois que j'allais au cinéma en Roumanie. Et probablement la dernière également, parce que voilà, je ne vais pas généraliser, mais ces gens ne respectent rien. C'est vraiment, mais enfin, j'en revenais pas pendant toute la séance. Bah du coup, ouais, on y allait. Alors, je sais pas, je crois que c'était la semaine de sortie de Conjuring 4. Alors, le film en lui-même, il est mieux que le 3. Bon, en même temps, c'était pas très compliqué, mais bon, c'est vraiment très en dessous des deux premiers. Et en fait, le problème, c'est que le film commence super bien. J'étais à fond au début, je me disais, waouh, trop bien, ok. Exposition intéressante, stylée, tout ça. Et bah, en fait, il fait que décliner tout au long du film, jusqu'au climax final, qui est vraiment, je trouve, parfaitement oubliable, qui est vraiment assez décevant et même un peu ridicule. Et j'avoue que bah, ça me fait vraiment rager, en fait, parce que je me dis, ils ont tellement une identité, ces films, ça me frustre, en fait, qu'ils aient pas pu faire ça, alors que ouais, le début, je le trouvais vraiment, vraiment cool. La scène d'intro, elle est vraiment bien, et elle met direct dans l'ambiance, et je me suis dit, ah, alors peut-être un vrai Conjuring à l'ancienne, mais malheureusement non. Donc voilà, et surtout, bah, mon expérience a été un peu ruinée, je crois que je lui ai mis 6 au film, le 4, mais surtout, ouais, mon expérience a été ruinée parce qu'il y avait plein de gens dans la salle, et en fait, ils parlaient. Ça parlait aux quatre coins de la salle pendant toute la séance, alors plus ou moins, hein, mais bon, alors le son était très fort, moi j'avais mes écouteurs du coup, donc j'entendais pas tout, au final ça m'a plus aidé, parce que j'entendais le film, mais au moins j'entendais pas les gens qui parlaient autour, mais le problème en fait c'est que les gens, ouais, ils parlaient, ils en avaient rien à foutre, ils s'appelaient à travers la salle, trop bien, il y a plein de gens qui sont partis avant la fin, en parlant, et tu sais, ces gens, mais ça je ne comprends pas, les gens dans un cinéma qui mettent leur lampe torche, genre quand ils arrivent ou quand ils sortent, genre, c'est pas assez éclairé, tu n'arrives pas à voir en fait où sont les marches, enfin, qu'est-ce que tu essayes même de regarder, pourquoi tu as besoin d'avoir ça, genre, ah ouais, si jamais il y a une mine antipersonnelle sur le sol, enfin, ça vraiment, je comprends pas, parce que, enfin ouais, avec la lumière du film, tu vois, les gens qui activent leur lampe torche, déjà quand tu arrives en retard, dans un film, c'est chiant parce que toi, ça peut un peu te sortir de voir des gens passer à côté de toi et surtout que c'est toujours « Ah, on est assis où ? T'as pris le popcorn ?» Tu sais, c'est que des trucs comme ça, donc déjà, tu sais, ça te sort un peu du film. Mais surtout avec un énorme flash, enfin vraiment, toi, même si t'es à l'autre bout de la salle, ça te vient dans la gueule, quoi, tu vois. Enfin, tu le repères et ça te sort un peu du film. Et là, donc, bon, bah, ça a été ça pendant tout le film. Et vraiment, à la fin, c'était le festival. Les gens, ils étaient limite en train de rigoler
pendant le climax final. Alors oui, c'était pas incroyable, mais bon, ça valait pas le coup qu'on se moque de lui ouvertement non plus, hein, faut pas déconner. Et ouais, les gens ont commencé à se barrer, ils s'appelaient à travers la salle, ils étaient là, Poulain, Poulain, comme ça, à se gueuler dessus à travers la salle. J'étais là, mais wesh, c'est le zoo de Vincennes ou ça se passe comment? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Et ouais, à la fin, t'as des gens qui descendent, qui se mettent en bas de l'écran et qui font et qui font des blagues entre eux et qui disent en roumain genre le démon il peut sucer ma bite, tu sais, des trucs comme ça, et t'as tout le monde et à un moment il y a une des roumaines avec qui j'étais qui fait chut comme ça, qui hurle chut, et il y a un gars évidemment en bas qui faisait le con, qui entend ça, qui fait chut toi-même, il a continué à parler rien que pour faire chier, tu vois, enfin mais vraiment la folie. Et puis à la fin, une fois que le climax est fini, donc dans tous les Conjuring, vous savez, il y a le petit moment où la musique redescend et on voit c'est la conclusion en fait du film. La paix est revenue, on va aider Lorraine Warren s'aimer, blabla, tout est beau, tout est mignon. Et là, les gens commencent à se barrer. Et t'as un gars devant moi qui se lève, qui s'étire. Mais le film continuait, hein. Il y avait une scène devant moi, des gens qui parlaient. Surtout que le film était en anglais, sous-titré roumain. Donc moi, je lis pas le roumain, en fait. Enfin, je reconnais des mots, mais c'est tout. Et je me repérais au son, en fait. Et là, du coup, j'avais quelqu'un juste devant moi, en train d'enfiler son manteau, mais tranquille, hein, vraiment, on a l'impression que le film était fini. Je ne voyais plus l'écran. Et en plus, et je me souviens, j'étais tellement vénère, je lui parlais en français, mais j'avais même pas capté. J'étais là, mais casse-toi, comme ça. Sauf que, évidemment, il parlait pas français. Et donc, le mec, il fait son truc, il sort son portable, il regarde son portable, il parle à la meuf qui est sur le siège à côté, toujours. Mais j'ai halluciné. Vraiment, j'ai jamais vu un aussi gros manque de respect dans la salle. Et à la fin, ouais, on est sorti. J'étais vraiment, ouais, ça m'a énervé. Alors, j'ai pas envie que cet énervement impacte ce que j'ai pensé du film, parce que je me rappelle quand même que le film en lui-même était bien, mais malheureusement, ouais, ça a ruiné mon expérience, quoi. Donc, ouais, vraiment, clairement la pire séance de ma vie. Juste comme ça, j'ai souvent entendu dire, au-delà du fait que c'est un pays peut-être qui respecte pas vraiment le cinéma, hein, c'est bien possible, hein, mais au-delà de ça, j'ai souvent entendu dire que des jeunes devant un film d'horreur, souvent les séances elles sont un peu chaotiques, quoi. Même dans les grandes villes, à Paris et tout, quoi. Enfin, j'ai souvent entendu parler de ça. Ouais, c'est un cliché assez connu. J'en ai déjà fait en France, hein, des films d'horreur, et je peux t'assurer, alors oui, des fois il peut y avoir quelqu'un qui hurle, genre une fille qui hurle et toutes ses copines qui sont t'as hurlé, voilà, ou des trucs. Ah non, moi je parle vraiment de jeunes, genre je vais stigmatiser aussi, mais les jeunes de banlieue, etc., qui n'ont un peu rien à foutre. C'est juste la petite sortie avec les copains d'aller voir un film d'horreur pour se faire peur, mais pour de vrai, à part juste déconner et rigoler juste pour pas avoir peur réellement devant le film, voilà, ça parle, ils s'en foutent. J'ai souvent entendu dire ça, que les pires séances à aller voir, c'est les films d'horreur, parce que souvent tu tombes sur des jeunes qui passent leur temps à foutre le bordel. Je pense pas. Enfin, Sans j'ai jamais parler eu de grandes villes, moi même chez moi, j'ai déjà fait à Villeneuve-sur-Lot, dans le 4-7. J'ai déjà fait des ciné comme ça entre copains, mais c'est vrai que même moi le premier, c'est vrai qu'il y a ce côté, t'es ado, tu commences à sortir, le samedi soir tu vas au cinéma avec tes copains qui ont une quinzaine d'années, tu vas voir les films, et voilà, c'est un peu, je sais pas si c'est un genre de film propice à la déconne, parce qu'il y a peut-être un côté second degré et tout, mais bon, je l'ai déjà vu, donc ça m'étonne pas. Non, Après, souvent les gens ils rigolent devant les films d'horreur pour pas avoir peur, enfin c'est une forme de protection. Non, honnêtement, alors oui, j'en ai souvent fait, genre à Paris, tu vois, que ce soit UGC, genre Châtelet, comment ça s'appelle là, Bercy, tous ces trucs-là, enfin j'en ai fait un peu partout, et MK2 Bibliothèque surtout, et ça franchement, j'ai jamais eu de... Alors oui, enfin il y a toujours, des petits groupes, mais honnêtement, c'est pas trop gênant, tu vois, parce que... Ouais, je vois. Enfin, il y a un respect du film. Là, si tu veux, ils ne respectaient pas le film, ils en avaient rien à foutre. Si tu veux, les gens qui vont voir les films d'horreur... Les gens avec qui t'étais, oui. Oui, alors oui, enfin il y en avait un dans le groupe quand même qui parlait pendant le film à son voisin, et puis il rigolait comme ça, mais enfin c'est une approche complètement différente, tu vois, du truc, et je pense que, alors désolé, hein, ça va être très violent, mais je pense qu'il y a aussi un manque de civilisation en fait, tout simplement. C'est que non, mais c'est terrible, mais tu sais, ça va faire genre 8 mois maintenant que on avait dit pas de racisme aujourd'hui. Mais c'est pas du racisme, malheureusement, c'est du réalisme, tu vois. Et c'est pas genre, j'ai passé une semaine en Roumanie, moi ça fait 8 mois que je suis là-bas en fait. Et je me rends compte en étant français que ouais, c'est vrai que, alors peut-être qu'on est trop prude, hein, j'en sais rien, qu'on est trop dans le délire trop respectueux ou des trucs comme ça, mais
Là-bas, c'est un truc, clairement, il y a un manque Ouais, limite, ils vont de au respect, cinéma en comme ils fait. vont dans un bar, quoi. Bah, c'est ça, ouais, de ce que j'ai vu. Alors, si ça se trouve, c'était vraiment le très très mauvais jour pour découvrir un film en Roumanie, et d'habitude, tout se passe très bien. Tu devrais réessayer. Bah oui, je pense que de toute façon, il faudra que je réessaie, mais même de manière générale, hein, je l'ai déjà senti sur plein de choses différentes. C'est vrai qu'il y a un manque, voilà, ils sont peut-être pas aussi évolués au niveau du savoir-vivre et tout, ou peut-être que c'est juste qu'ils en ont rien à foutre, et pour eux, c'est normal, et ça leur va très bien. J'en sais rien, mais c'est vrai qu'en étant français, bah, ça fait un peu... Ouais, j'imagine. Enfin, tu Un vois, choc culturel, comme on il dit. y a plein de trucs où ça me dérange pas, tu vois, où je me dis, bon, bah, c'est différent ici, mais voilà, je suis en Roumanie, je m'adapte, tu vois. Mais là, pour le coup, je me dis, enfin, comment on peut s'adapter à ça, tu vois. Enfin, là, c'est clairement un manque de respect, c'est abusé. Et alors, je sais qu'il y a eu des séances catastrophiques en France aussi, hein, mais j'ai déjà eu des bolosses dans mes salles, mais je me souviens, genre, Elysium, quand j'étais allé le voir, donc en 2013, un truc comme ça, oui, pareil, il y avait des bolosses, mais bon, c'est pas un film d'horreur, et à un moment, il y a une blague, genre, ah, c'est bon, comme neuf, tu pourras à nouveau te branler, et ils étaient là, genre, mais vraiment un rire comme ça. Et donc oui, bon bah ça tu t'en manges parfois dans des séances, hein, c'est le risque quand tu vas au cinéma. Mais là, si tu veux, c'était vraiment toute la salle qui en avait rien à foutre, quoi. Ils se parlaient, ils gueulaient, ils faisaient des blagues très fort pendant le film, et t'en avais qui rigolaient à travers la salle. Enfin, ouais, c'est juste ça. En fait, j'ai l'impression qu'ils étaient une bande de potes de 200 personnes qui étaient allés voir un film, tu vois. Enfin bref. Ok. Mais c'est tout. Et bah ouais, dernièrement, donc j'ai regardé les films du podcast, donc dont on parlera plus tard, mais surtout j'ai vu 3 films. J'ai fini Le flic de Beverly Hills 4, qui est vraiment mais Ah putain, essayez depuis le temps. désastreux. Ce film est désastreux. Il représente tout ce qui ne va pas dans les remakes, les suites d'aujourd'hui. C'est terrible. C'est fait avec Netflix, donc tu sens que eux, ils ont regardé les 3 films, ils ont fait que du fan service pendant tout le truc. Ils reprennent des scènes où t'as, en plus parce qu'ils ramènent Rosewood et Taggart, donc les 2 détectives là du premier film. Sauf que bah maintenant c'est 40 ans plus tard, hein, parce que 2024 c'était 40 ans après le premier flic de Beverly Hills. Donc Eddie Murphy, il avait 23 ans à l'époque, donc ça va. Donc il a 63 ans pendant ce film, donc c'est un peu vieux, mais franchement il vieillit bien, c'est pas choquant. Mais alors Rosewood et Taggart, t'as l'impression qu'ils sont en phase terminale. Et tu les vois se jeter par terre, même pas se jeter. Taggart, il descend il est en pleine fusillade et il descend comme un petit vieux pour se mettre à 4 pattes par terre, tellement il peut même plus genre se jeter au sol, tu vois. Et c'est les mêmes répliques que dans le premier film, genre quand ils sont à couvert tous les deux et que Rosewood il est là, lâchez vos armes, police, tu vois, alors que bah ils se font mitrailler depuis 3 plombs, mais ils savent très bien que c'est la police, genre ça va changer quelque chose. C'était la petite blague du premier film, là il le refait, et t'es là, c'est quoi l'intérêt? Et t'as Taggart à côté, oh là là, en limite en regardant la caméra, ah il y a des choses qui ne changent jamais, hein. Et c'est mais c'est horrible, et puis c'est nul, évidemment, vu que c'est une suite. Là, il a une fille maintenant dans ce film-là, mais il s'en occupe pas parce que lui, tu comprends, il est là pour l'action, et elle, du coup, elle lui en veut, mais du coup, pendant tout le film, ils vont se rapprocher, et puis elle va rencontrer un flic avec qui elle a déjà eu une aventure, et lui, il va dire, ah, c'est ma fille, attention. Donc, enfin, vraiment, ça transpire la non-originalité, c'est nul, c'est parfaitement ordinaire, il y a rien. Ils ont rien compris à l'ADN du flic de Beverly Hills, et de toute façon, ouais, c'est une suite épouvantable. Il y a rien, et puis surtout, enfin, ouais, la fin, c'est la fin du premier film, en fait, où il va dans la voiture, et il fait, allez, on va se payer une bière, et puis Rosewood qui fait, non, mais je pense qu'il faut pas, parce que sinon le chef va nous gronder, et Taggart qui fait, ah, allez, on sait très bien qu'on va y aller, de toute façon. Et le film se termine, je crois que c'est sur une freeze frame, mais ça c'était habituel dans les flics de Beverly Hills, de Eddie Murphy qui regarde la caméra après avoir dit genre allez, faites-moi confiance, avec un grand sourire, et il regarde dans les yeux la caméra. Et t'es là, mais allez vous faire mettre. Du coup, je lui ai mis 2 au film, vraiment, ça m'a achevé. J'ai regardé sur Sens Critique, il a 5,3 de moyenne. Il a plus de moyenne que le flic de Beverly Hills 3. Ce film-là a une meilleure moyenne que le flic de Beverly Hills 3. Alors je suis d'accord, il était peut-être un peu moins bien que les premiers, mais il était génial, le 3, moi je l'ai adoré. Et il est moins bien noté. Je les revois. Et même comparé au premier film, il est à 0,8 du premier film, le 4 là. Je trouve ça scandaleux. Il faut arrêter de cautionner des films comme ça, vraiment. Moi, ça m'énerve. J'ai toujours été un grand fan de la première trilogie, et ouais, ça m'a saoulé.
Pareil, j'ai regardé Expendables 4, donc, mais enfin, j'ai cru que c'était une parodie, moi, pendant tout le film. Il n'y a aucun Tu budget. cherches, Guillaume, après, tu cherches. Ouais, mais les 3 premiers, moi, pareil, je les ai adorés, les 3 premiers Expendables, tu vois. C'était trop bien, c'était marrant, c'était divertissant, ça se prenait pas au sérieux. Là, le 4, ça se prend complètement au sérieux. Les effets spéciaux, on a l'impression que c'est un film amateur, c'est catastrophique. Ça ressemble à rien, c'est d'une tristesse. J'ai vu des extraits, des CGI, des fonds verts et tout. Ah, mais c'est... Ça a l'air. Les fonds verts et ouais, la CGI, c'est une catastrophe. Et puis les décors puent la merde. La moitié du film, ça se passe sur un vieux bateau de merde. Enfin, c'est nul. Les personnages sont complètement ratés. Enfin, il n'y a rien. Et Stallone, là, il faut qu'il arrête. Parce que je pense qu'il est trop vieux maintenant pour les scènes d'action. Donc il se fait passer pour mort pendant tout le film. Et à la fin, il vient pour sauver la mise de ses collègues. Genre, ouais, je suis là. Et puis t'as une bombe nucléaire qui saute dans la mer. Enfin, il y a rien, c'est nul, c'est mauvais, enfin vraiment c'est déprimant. Et en plus maintenant il ramène 50 Cent parce que à mon avis Terry Crews il était pas dispo pour le tournage, donc il ramène 50 Cent dans le film. 50 Cent qui est un grand pote de Sylvester Stallone, hein, ils ont déjà joué dans Évasion, je crois que c'est le 2 et le 3 ensemble, je sais plus s'il était dans le premier, je crois pas. Et ça prend pas, enfin il y a aucune profondeur dans les personnages, c'est nul, c'est convenu. Et vraiment ouais, enfin je me suis dit mais enfin, comment même Stallone, il peut cautionner ça? Enfin, je sais pas, même s'il fait pas des chefs-d'œuvre, Stallone, enfin quand même, là, c'est ton image, comment tu peux cautionner une brêle pareille? Enfin, il est encore pire que Rambo 5, quoi. Donc, lui, je lui ai mis 3, voilà, à ce film. Et pour compléter cette magnifique brochette, hein, parce que c'est quand même une brochette à 7 sur 30, hein, ces 3 films, j'ai eu la très bonne idée, à un moment où je faisais une petite insomnie, je savais pas quoi regarder, je suis allé sur Netflix, donc déjà très mauvaise idée, et j'ai regardé Sous la Seine. Oh. Aïe, aïe, aïe. Donc vraiment là, je suis sur une brochette, mon pote, de Sur pépites. pourtant, celui-là, il m'attire. Hein. Je pensais qu'il allait être pas mal. Ouais, regarde-le et tu te rendras compte que ton instinct peut te tromper. Vraiment, parce que pareil, moi je me disais, ouais, mais en vrai, un film français qui a les couilles de faire un petit truc comme ça, un petit film ouais. à la Les Dents de la Mer ou The Meg, pourquoi pas, en eau trouble là. Pourquoi pas, j'apprécie. En plus, c'est Xavier Jeance, donc il est pas, c'est pas la plus grosse brêle du monde. Bon, c'est pas excellent non plus, mais bon, voilà. Avec Bérénice Bejo que j'aime bien, et je me suis rendu compte qu'en fait, elle joue atrocement mal cette fille, hein, et ça passait bien dans OSS 117 parce que c'était un film d'époque, donc il y avait le grain un peu jeu des années 40, 50 et tout. Mais et The Artist, pareil, mais surtout qu'elle parlait pas, mais elle sonne tellement faux, et pourtant je l'aime beaucoup, hein, Bérénice Bejo. Mais c'est vrai que ouais, c'est catastrophique. Après, elle est peut-être mal dirigée aussi, quoi. C'est peut-être. Oui, c'est possible aussi. Mais non, le film en lui-même est d'un ridicule, mais ça n'a aucun sens. Et c'est. Enfin, tu sens qu'ils essayent, mais sans se mouiller. Ils essayent de dénoncer des trucs, mais sans se mouiller non plus. Donc ça prend pas du tout. Et c'est une sorte de double discours. Et puis avec un clin d'œil aux Jeux Olympiques, évidemment, évident. Et ouais, juste. Non, franchement, c'est nul. Les acteurs sont parfaitement antipathique, évidemment. En gros, c'est un requin qui nageait dans l'océan Indien, qui fait tout un trajet pendant 3 ans pour arriver dans la Seine. Ok. Et t'as une espèce d'équipe de fous furieux gauchistes qui sont là. Non, il faut sauver le requin, sinon il va se faire tuer. Il faut le récupérer, sauver ce pauvre requin. Et voilà, c'est une espèce de Greenpeace, mais vraiment. En fait, j'avais du mal à me demander si c'était vraiment un move à la Netflix, tu sais, où on fait ouais, non, et c'est bien de défendre ces gens-là, faut montrer à quel point ils sont courageux, mais ils sont tellement ridicules, ils sont tellement crédibles, et du coup tellement ridicules dans le film, que je me demande si en fait, ils n'ont pas voulu décrédibiliser le truc. J'en viens carrément à me demander ça. Et parce que vraiment, ouais, la meuf, c'est une parodie, l'actrice principale, et en gros, c'est Bérénice Bejo qui est une spécialiste des requins, et il y a une meuf d'une association qui veut choper le requin, voilà. Et cette membre de l'association, c'est une fille, une parfaite nobody, d'ailleurs, je me demande si je ne la connais pas, personnellement. Si j'ai pas fait des trucs avec elle, genre à la fac ou des trucs comme ça, parce que son visage me dit vraiment quelque chose. Des trucs artistiques. Oui, okay. Non, surtout pas, non, rien d'autre, non, vraiment pas. Non, des trucs, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu peut-être sur un tournage ou un truc comme ça, enfin bref. Tout ça pour dire que c'est une parfaite inconnue, et puis elle joue très mal, elle a pas de charisme, et puis son personnage est insupportable. C'est là, le requin il décime 40 personnes, et ah non, il faut lui sauver la vie, et c'est ça que
que mine de rien, j'ai quand même un peu bien aimé, mais je suis perdu dans le message du film, c'est qu'à un moment, elle est là, ah oui, mon cher requin vient et tout, et puis elle se rend compte qu'en fait, bah, c'est un requin, et il la bouffe. Et là, je suis là, oh, bah ok, trop bien. Mais le film se perd complètement. À la fin, c'est des requins qui se multiplient, genre, je sais pas si c'est une... Enfin bref, il y en a 400 à la fin, même plus que... Mais c'est exactement ça, c'est Vermine, mais sous l'eau. Ils se reproduisent à une vitesse folle, et à la fin, en fait, il y a des obus de la Seconde Guerre mondiale qui sont dans la Seine, et il y a tout qui pète, et à la fin, Paris se retrouve enseveli sous l'eau. Enfin, mais je suis désolé, je spoil, mais honnêtement, j'en ai rien à foutre. Mais c'est nul, et les acteurs sont mauvais, il n'y a aucun enjeu, les personnages sont ratés, enfin, il y a rien, du coup, je lui ai mis 2, vraiment, c'est... Parlant de catastrophe parisienne, mais pas de catastrophe de film, parce que moi je l'ai bien aimé, tu l'as vu dans La Brume, avec Romain Duris? Non. Il est pas mal du tout. C'est Paris qui finit complètement dans la brume, justement, avec il est une fille qui est dans une bulle, tu sais, de trucs de maladie là. Ah putain, j'en ai entendu parler il y a pas longtemps de ce film. Et il est bien, il est franchement pas mal. C'est pas exceptionnel, mais je pense que c'est un bon 6,5-7. Franchement, ça c'est original, un bon film de genre français qui a comme petit côté catastrophe fantastique qui est franchement pas mal. Ok, ouais. Bah pareil, dans le style, j'ai vu il y a pas longtemps au cinéma, enfin il y a pas longtemps, peut-être l'année dernière ou il y a 2 ans, Acide, qui parle donc d'une pluie d'acide qui s'abat sur c'est la France ou le monde. Mais pareil, c'est pas dégueu, ça se regarde bien aussi. Et puis c'est un peu original dans le cinéma français, donc ça fait toujours plaisir. Nous allons maintenant passer au thème de Benjamin. Tu vas nous dire le thème que tu as choisi, pourquoi tu l'as choisi, et tu pourras enchaîner directement avec ton film. Oui, donc comme je disais, thème de la fraternité. Parce que encore une fois, c'est un peu comme ça que je fonctionne quand je choisis des thèmes, c'est que des fois j'ai des films que j'ai envie de vous montrer. Des fois j'ai des films que j'ai envie de découvrir, mais là c'était un film que j'avais déjà vu, que j'avais envie de revoir, et que je sais que j'avais évoqué ce film avec Michael il n'y a pas très longtemps, et du coup voilà, je me suis dit pourquoi pas. Donc j'avais cherché un thème qui pourrait correspondre à ce film-là, et donc j'ai choisi le thème de la fraternité, sachant que c'est pas non plus un thème qui sort totalement nulle part, parce que j'aime beaucoup les histoires d'amitié. C'est quelque chose qui me parle plus de manière générale, même dans ma vie. Je préfère mes amis, même des fois les histoires d'amour que j'ai pu avoir et tout. Des fois, même pour les films, c'est pareil. C'est-à-dire que je préfère une belle histoire d'amitié plutôt qu'une belle histoire d'amour. Ça va plus me parler, quoi. C'est pour ça que Roxy Rookie est le meilleur dessin animé Disney. Parce que ça parle d'amitié. Enfin, si, il y a une fille vite fait, mais on s'en fout, quoi. C'est pas le plus important. Ça fait très longtemps que je l'ai pas vu, donc je peux plus dire, mais je te crois. Et voilà, et du coup, pareil, c'est des fois aussi ce concept de amitié poussée, où ça peut être presque de la fraternité, voilà, parce que c'est aussi pour ça que j'ai choisi ce thème-là, parce que j'ai dit que c'était au sens large du thème, dans le sens où ça peut être des frères de sang ou des frères de cœur. Au final, on se retrouve avec des films où il y a vraiment que du sang, il n'y a pas d'histoire d'amitié principalement. Donc c'est pas grave, je reviendrai avec le thème amitié, comme ça vous prendrez pas des films autres. Toi le premier. Oui, c'est vrai. Non, alors pour le coup, le film que j'ai choisi, je pensais, ça fait longtemps que je l'avais pas vu, et je pensais que c'était deux amis. Et en fait, c'est en relisant le résumé que je croyais que c'était. Enfin, j'ai vu que c'était des frères. Et du coup, c'est pour ça que je me suis dit, bon, on va choisir fraternité. Mais voilà, j'ai une très bonne relation. Enfin, je suis très proche avec mon frère aussi, donc c'est aussi quelque chose qui me parle. Donc, les amis, les frères, ça me parle dans ma vie de tous les jours. Donc, j'aime bien voir des films qui traitent ce sujet-là. Donc, moi, j'ai choisi le film Brothers. Donc, Brothers, avec Jake Gyllenhaal, Tobey Maguire et Nathalie Portman. C'est un film que j'avais vu la première fois à l'époque de Vidéo Future, donc je l'avais loué avec mon frère, et c'est un film qui m'a pas dont j'avais pas forcément entendu, et c'est un peu ce genre de film que j'en ai pas trop entendu parler après, et c'est vrai qu'il y a que là récemment que je suis tombé sur quelques extraits de ce film, notamment sur les réseaux. Je tombe des fois sur des vidéos juste où des gens reprennent des extraits de films, et vu que j'en consomme pas mal, l'algorithme comprend et il me ressort comme ça des scènes, et du coup j'étais retombé sur une des scènes de ce film
Euh, la scène en l'occurrence où Tobey Maguire refait sa cuisine avec un pied de biche et parce qu'il est pas content et du coup voilà, c'est vrai que je me suis dit cette scène est assez prenante parce que les acteurs sont assez bons et du coup j'avais envie de revoir ce film et d'avoir votre avis aussi. Donc moi c'est un film que j'étais content de revoir pour le coup parce que il m'avait marqué. Alors marqué c'est peut-être un grand mot, mais voilà, c'est le genre de film que même si j'en ai pas réentendu parler depuis que je l'avais vu, c'était resté dans ma tête parce que je sais que j'avais bien apprécié la première fois et tout. Donc là le fait de le revoir, ben, j'ai autant apprécié, je sais pas, parce qu'il y a toujours le côté découverte pour moi qui est des fois un peu plus prenant. Mais là, du coup, j'étais content de redécouvrir ce film et je l'ai aimé pour les mêmes raisons que la première fois, donc les acteurs, l'histoire et tout. Même si c'est vrai que le côté fraternité est pas si présent que ça, parce qu'au final, le film se divise un peu en deux parties. Alors je synopsis. C'est Tobey Maguire qui est marié à Natalie Portman. Ils ont 2 filles, et sauf que Tobey Maguire est un militaire et il part pour une mission en Afghanistan. Sauf qu'il y a un accident, il est passé pour mort, mais il n'est pas mort puisqu'il il devient un otage là-bas. Et du coup, en fait, le frère de Tobey Maguire, joué par Jake Gyllenhaal, vient prendre soin de la famille de son frère, donc de ses nièces du coup, et de sa belle-sœur. Et sauf que au milieu du film, enfin il y a plein de cuts qui font qu'on voit que Tobey Maguire n'est pas mort. Du coup, il y a aussi le film traite beaucoup du stress post-traumatique des soldats. C'est une des raisons aussi. Enfin, c'est un truc que j'aime bien de manière générale parce que ça touche à la psy. Donc moi, ça me passionne et c'est vrai que je trouve ça assez intéressant. Tout ce qui est lié à la guerre plus que la guerre en elle-même, quoi. Ce que ça fait sur les hommes et tout. Et enfin, sur les hommes, sur les gens de manière générale. Et donc voilà, donc il y a Tobey Maguire qui revient à peu près au milieu du film. C'est pour ça que le film est vraiment en 2 parties où pendant une partie il y a juste un rapprochement entre la belle-sœur et le frère. Et après la fin, la deuxième partie est plus, il se concentre plus sur le stress post-traumatique de Tobey Maguire et il y a aussi le fait que pendant son absence, Jake Gyllenhaal et Natalie Portman se sont embrassés parce qu'ils se sont rapprochés, tout ça, mais ils n'ont rien fait de plus. Et sauf que Tobey Maguire développe une espèce de petite parano, donc c'est notamment la scène que j'ai évoquée, c'est notamment quand il pète un câble et donc il se défoule sur la cuisine en traitant Natalie Portman de sale pute, tout ça. Donc une scène assez prenante parce que Tobey Maguire est un bon acteur et il le prouve dans ce film. Et les trois, hein, enfin le trio est très bon. Et voilà, je vais pas forcément en dire plus. Je vais répondre à ce que vous allez dire sur le film. Mais je pense avoir fait le tour. Pour ma part, le film était bien. Je ne l'ai pas adoré, mais je l'ai trouvé vraiment pas mal. Je pense que je suis sur un 6,5, 7. J'ai passé vraiment un bon petit moment devant. Alors ça m'a même amusé quand j'ai vu que c'était un remake d'un film danois et avec Jake Gyllenhaal et Ouais, The Guilty est un film avec Jake Gyllenhaal qui est un remake d'un film danois. Et je me disais, il est spécialisé dans ça. C'est assez drôle. Et bon bref, et non, le film est pas mal du tout, donc moi aussi, un peu comme toi, j'aime à peu près tout ce que tu as dit, et je suis assez d'accord avec ça. J'ai bien aimé aussi beaucoup la fin. C'est la fin, elle est pas très heureuse, quoi. C'est-à-dire que les filles, elles disent, clairement, papa, on l'aime plus, on aime tonton, nous, et on veut que tonton dans notre vie. Et il n'y a pas de on rattrape ça, c'est juste c'est Nathalie surtout, Portman qui dit, il va falloir apprendre à vivre avec ça, il va falloir qu'ils sortent de ça, et ça finit pas sur... il va mieux, ça finit sur maintenant ça va être un chemin pour aller mieux et ça s'arrête que sur ça, quoi. Oui. Et tu te dis le mec il est toujours pas bien et peut-être qu'il ira jamais mieux et tu sens le truc de peut-être que, et le côté frère et fraternité, justement, je trouve que tout, en fait pendant tout le long on te montre un Jake Gyllenhaal qui a un peu rien à foutre. Il est jaloux, surtout. Il est très jaloux du couple heureux que représentent Jake Gyllenhaal et Natalie Portman, au point qu'il vient avec... pas Jake Gyllenhaal. Voilà, Tobey Maguire et Natalie Portman. Il est jaloux parce qu'il vient même avec une meuf qu'il connaît à peine à un repas de famille, en disant « Ouais, c'est un peu la femme de ma vie. » Elle fait « Ouais, on s'est rencontrés il y a 10 minutes. » Tu vois, enfin,
il a ce truc un petit peu, il est jaloux du bonheur en fait, tout simplement. Et C'est marrant, mais je l'ai pas du tout ressenti la jalousie, moi. Ouais, Je moi non ressens plus, pas de hein. la jalousie de la Moi- part de moi non Jack plus. non, moi Gyllenhaal, je ressens plus. je ressens c'est de la c'est plus jalousie le du père. bonheur en fait. Ouais, c'est une jalousie, Du jalousie bonheur des saine autres. en fait. Lui, oui, c'est ça. C'est pour aller mieux. Il a envie de changer dans sa vie. Et ce qu'il a réussi à faire quand il n'y avait pas Tobey Maguire, et quand il revient, ben, il redevient un peu le frère dans l'ombre de ses parents à cause de son père qu'il n'aime pas, etc. Donc c'était bien mieux quand il n'était pas là, son frère, parce que. Mais il n'a pas envie de se l'avouer, parce que d'un côté, tu te dis, tu as l'impression que Jake Gyllenhaal en a un peu rien à foutre de son frère, mais à la fin, tu le vois qu'il essaie de l'aider et il est prêt à se prendre une balle pour l'aider, tu vois. Et c'est beau, justement. Je trouve que tu dis, c'est vrai que le côté fraternité n'est pas ultra présent. Moi, je trouve qu'il est subtil, pour de vrai. Oui, oui. C'est-à-dire que c'est pas un film qui va être. C'est pas Iron Claw avec. Toi, t'es mon frère. Hein. Voilà, c'est pas ça. Mais c'est petit à petit s'instiller au niveau de la relation. Au début, voilà, il dit je te sors de prison et je te garde sous mon toit, je t'aide. Mais tu sens qu'il y a une petite tension entre les deux parce il y en a un qui est préféré du père que l'autre. Ils sont pas du tout sur la même longueur d'onde sur plein de choses. Puis en plus, mais ils sont il frères. représente un Donc, peu les deux extrêmes je sais pas si on peut dire la loi, mais aux yeux, dans le sens très. Dans les deux extrêmes du bien et du mal, un peu, parce qu'il Oui, bien sûr. il y en a un qui est militaire et l'autre il sort de prison, littéralement. Bon, là, ça peut pas être plus. Et justement, le film inverse les rôles à la fin, du coup. Oui, carrément. Où c'est assez bien. Et donc, tu vois, l'un qui prend finalement soin de l'autre, etc. Donc, c'est vraiment. Même par rapport au père, hein. Parce qu'il y a surtout ce duel aussi qui vient aussi du père, parce que le père, forcément, étant l'ancien militaire, qui préfère Tommy Maguire parce qu'il est militaire, donc il passe son temps à le dénigrer, à mal parler à l'autre, à le dénigrer. Et même là, t'apprends que Jake Gyllenhaal lui dit oui, enfin à côté de ça, c'est bien beau de parler de héros de l'Amérique, de servir ton pays et tout, mais bon, quand t'étais bourré et que tu frappais maman, c'était pas top non plus, quoi. Donc il y a ce côté-là aussi de bon, t'es pas tout rose, quoi. Et sinon, c'est pareil, j'ai pas des masses de choses à dire. C'est le genre de film que j'ai vu, j'ai bien aimé. Je sais pas si je le reverrai. La scène de la cuisine, je m'en souviens. Alors moi, je me souviens que quand tu me l'avais envoyé, c'était il y a quelques années quand même. Hein, c'était il y a au moins 1 ou 2 ans, je pense. Hein. Mais quand tu m'avais envoyé cette scène, elle était en VF. Et je sais que j'avais bien aimé. Je l'avais trouvée assez forte, assez touchante. Je me suis dit, il faut que je vois ce film. Sauf que quand hors contexte, moi je pensais qu'il y avait vraiment eu une grosse tromperie et tout, et je m'attendais à voir un truc comme ça. Et quand j'ai vu que ça allait jamais plus loin, il y a un moment je me suis dit, j'ai dû mal regarder le film. C'est pas possible, parce que je suis quand même bien concentré dedans. Mais ils se sont que embrassés. Et donc après, elle l'explique, parce qu'elle l'assume complètement. Elle fait, je te promets, on s'est juste embrassés. Et je sais que tu le sais, en fait. Faut juste que tu me crois, enfin que tu l'assumes. Mais je sais que tu sais que je suis honnête, en fait. Donc cette scène-là, je l'ai trouvée presque un peu moins forte dans le contexte. Parce que c'était de la parano qui parlait, et non pas réellement de la réelle injustice. Voilà. Là où la vraie injustice de la tromperie m'aurait plus touché que une paranoïa. Mais bon, ça reste une scène très forte. Tobey Maguire est un très bon acteur, clairement. Hein. Mais et surtout que la dernière fois que je l'avais vu jouer, c'était dans Babylone et il cabotine un petit peu. Donc le revoir jouer un il y a presque un peu j'y ai pensé à Babylone au personnage qu'il a dedans, parce que c'est pas le même personnage, mais il y a ce côté aussi flippant, et c'est pour ça que tu dis tu parles de leur fille, hein, qui n'aime plus leur père, mais c'est surtout qu'il est flippant. Enfin, à partir du moment où il revient d'Afghanistan, il est terrifiant, quoi. Enfin, on dirait un zombie, littéralement, enfin, même physiquement et tout, parce qu'il a blanchi. C'est comme dans Las Vegas Parano, il est complètement barge et flippant aussi. En fait, je me dis, ce mec-là, à part Spider-Man, il a pas l'air très sain. Hein. Je me rappelle pas qu'il avait joué dans Las Vegas Parano, par contre, Tommy Maguire. Ouais. Je crois que t'allais dire Spider-Man. C'est lui. Je me rappelais pas qu'il jouait dans Spider-Man, Tobey Maguire. Avec les cheveux longs, là, style surfeur, il joue un petit moment où ils le prennent en voiture. C'est pas lui? Ah putain, oui. C'est lui? Peut-être, mais je vois le personnage, je me rappelle plus. Ok. Ouais. Mais non, il est aussi, très flippant. Ouais. Voilà, mais donc c'était bien. Voilà, c'était bien. Ouais, et je suis moi, content je suis de quand même l'avoir sur un 8 plus qu'un 7. Ah oui. Non. Ouais. Parce que moi, je pense que je vais rester sur 6,5 pour de vrai. Mais ouais. Peut-être un petit 8. C'était quand même bien.
Alors moi, je suis pas d'accord avec toi, Mickaël. Je pense que, alors oui, il y a la tromperie et l'énervement qui jouent, mais je pense que c'est surtout un moyen pour lui D'évacuer. d'extérioriser en fait tout ce qu'il a, tout Oui, ce non, qu'il mais a en bien lui, sûr. toute la rage qu'il a en lui. Et c'est aussi pour ça que Nathalie Portman, elle se dit, qu'est-ce qui se passe? Parce que elle a notre point de vue en fait. Et là, elle se dit, je comprends pas. Enfin, oui, on s'est juste embrassé. Tu peux être en colère, mais pas défoncer une cuisine à coups de pied de biche en fait. Moi, pour le coup, je trouvais ça assez réussi. Alors, c'est vrai que bon, je m'attendais à plus de contexte, parce que pareil, hein, je la connaissais cette scène. En vrai, j'ai bien aimé le film aussi. Je crois que j'ai mis un petit 7. Voilà, donc c'est vraiment réussi. C'est une histoire réussie, c'est intéressant. Mais c'est juste, ouais, en fait, le truc, c'est que je me rends compte que moi, j'aime pas les films comme ça, en fait. Enfin, les films qui te racontent juste une histoire, les films qui racontent une histoire, moi, j'aime pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est que les films qui racontent une histoire comme ça, où c'est une famille cool, le père est militaire, il se fait enlever, on pense qu'il est mort, du coup, la meuf se rapproche de son frère, en fait, il revient, et il pète les plombs, il a des PTSD. Tu veux dire le côté un peu tranche de vie là? Bah, c'est ça, ouais, et je sais pas, enfin, je me rends compte au fil des années que il y a une raison pour laquelle j'ai du mal avec ces films-là, tu vois, parce que Brother, c'est un film réussi. Je dis pas que c'est de la merde, hein, je dis juste que moi, Oui, parce que t'as ça mis me une plaît bonne pas. note quand même. Oui, C'est juste que moi, ça me plaît pas, en fait, ces films-là, parce que je sais pas, ça fait trop réaliste, en fait. Et c'est ce que j'aime bien dans le cinéma, et je trouve que c'est ce qui manque énormément aujourd'hui, c'est du cinéma un peu d'évasion, on va dire, où on te propose, je sais pas, un truc fantastique, ou je trouve que ça manque vraiment ce côté-là où, enfin, c'est aussi pour ça que genre je le vois ce que tu cinéma veux dire. d'auteur et tout, ça me saoule un peu, c'est que il y a, Je suis un peu d'accord avec toi, parce que je suis un peu comme toi, je préfère un autre cinéma que le cinéma plus réaliste, mais justement, une fois de temps en temps, ça me fait du bien, moi. mais c'est ça que je suis en train de te dire, c'est que je trouve qu'aujourd'hui il y a plus ça en fait, on n'a plus de films vraiment. Et nous, on a grandi avec la deuxième trilogie Star Wars, Harry Potter, le Seigneur des Anneaux, ces trucs-là. Après, 10 ans plus tard, il y a une retentative un peu avec genre le labyrinthe, Divergente, même Hunger Games, tout ça. Bon, je trouvais que c'était un peu en dessous, mais Et bon, tout le MCU après. et oui, et ça restait assez plaisant. Mais aujourd'hui, je trouve qu'il y a plus de films en fait. Alors, oui, il y a toujours des films de super-héros, mais les trucs genre Flash et tout qui sont terribles à regarder. Et c'est pour ça, Brother, je pense que c'est le genre de film que j'aurais pu adorer si je l'avais vu entre des films vraiment je sais pas, des films qui me Après tout plaisent. ce que tu nous as cité juste avant le C'est podcast. ça, oui. quoi. Bon, en vrai, je pense pas que j'aurais mis plus que 7 à Brothers parce que je pense que c'est un film vraiment qui est réussi. Après, voilà, j'ai pas été particulièrement touché par ce film-là. C'est vrai que j'ai surtout été bluffé par le jeu d'acteurs. Parce que les trois sont vraiment excellents, je trouve. Il y a vraiment rien à Ouais. redire. Tobey Maguire, ouais, il est vraiment flippant. Et il joue très bien le mec traumatisé. Rien que la froideur en fait qu'il dégage dès qu'il atterrit et que sa femme le revoit alors qu'il pensait qu'elle était morte. Il s'accroupit, il fait bonjour les filles, comment allez-vous? Et il se remet à marcher. Et t'es là genre mais what? Enfin, c'est flippant de fou. Jake Gyllenhaal, il est trop fort, tout simplement. Il joue Et puis trop il a bien. un charisme de dingue ce mec, Mais je oui, l'aime clairement, tellement. il est tellement touchant. Il peut jouer à un prédateur sexuel que tu le trouveras touchant. C'est un truc de fou. Et là, son personnage, ouais, il est génial. Ouais, la jalousie, pour moi, c'était une jalousie saine, tu vois. C'était pas de la jalousie, c'est qu'il était content pour son frère. Et en même temps, il l'enviait, tu vois. Mais c'était Il enviait, c'est ça, c'est de l'envie plus qu'autre Oui, chose. oui. Mais comme tu dis, c'est sain. C'était Mais pas du tout c'est une clairement jalousie sain, genre parce que je vous te déteste. Mais... tu sens que Tobey Maguire, c'est la seule personne un peu dans sa vie qui le soutient. Et il l'écoute, tu vois. Il le respecte, il l'écoute, son frère. Et ça, c'est vraiment bien, surtout quand tu vois comme les parents parlent de l'un, genre ouais, ça c'est un vrai homme qui va se battre, l'autre il a fait de la prison, qu'est-ce que c'est que ça? T'es pas un vrai homme, blablabla. Tout le rapport avec son père assez malsain, et c'est ça que j'ai bien aimé, c'est que Jake Gyllenhaal, il s'est dit, putain, mon frère m'a tellement apporté, je veux lui rendre en m'occupant de sa famille après ça. Et parce que, enfin, si tu racontes le film en disant, ouais, bah c'est un mec un peu raté, et un mec qui est dans l'armée avec sa femme et ses 2 filles, et le frère un peu raté, il est jaloux de son frère, et quand son frère meurt, il embrasse sa femme. Tu sais, tu te dis, ah ouais, en fait c'est un salaud. Mais en fait, pas du tout, non. Pas du tout. J'ai vraiment senti le côté où il veut s'occuper de sa femme, maintenant qu'elle est veuve.
et il veut vraiment rendre hommage à son frère et s'occuper d'elle. Et c'est juste que, au fur et à mesure, ils se rendent compte, et c'est ça que j'aime beaucoup et que je trouve touchant, c'est que les deux se rendent compte à quel point Tobey Maguire leur manque, et c'est ça qui va les rapprocher, en fait. Et parce qu'elle, il lui manque un mari, lui, il lui manque un frère, et il y a ce gros vide, et en fait, c'est pour ça, ce vide, en fait, ils vont le combler un peu en s'embrassant, et même eux, ils savent que c'est un peu Il y a une clairement le connerie. côté relation pansement pour les deux, parce que oui, c'est comme ça, tu ouais. dis, en plus il y a le côté frère, donc il y a le côté Mais même ils se pas- ressemblent, ils ont grandi ensemble. et Ces tout, relations du de coup, pansement, c'est- même pas consommées. Je veux dire, c'est vraiment clairement, ils Oui, s'embrassent, c'est ils ça. disent, Et ouais, puis, non, non, là, on fait une connerie. On a aucune pareil, envie, là, en fait, dans de souvenir, ça, c'est- dans mes souvenirs, je pensais que c'était beaucoup plus, enfin, qu'ils allaient plus loin, tout simplement. Sauf que là, même le fait qu'ils s'embrassent, ça s'arrête très vite parce qu'ils se disent au bout de quelques, enfin voilà, ils s'embrassent et puis après, juste après, ils se disent non mais on va arrêter ça de suite. Puis là, c'est pareil. J'ai bien aimé le côté, la scène juste après où tu vois que genre Jake Gyllenhaal revient le lendemain et qui lui dit clairement à Nathalie Portman, il lui dit bon, je veux pas qu'il y ait de malaise entre nous. Je vais juste revenir de temps en temps pour voir mes nièces parce que je les aime. Mais voilà, genre en mode je te foutrai la paix et on fera pas plus de conneries que ça quoi. Donc il y a quand même un espèce de respect et de se dire, de prise de recul en mode bon, on a fait de la merde mais on n'ira pas plus loin quoi. Donc c'est ça qui est beau aussi quoi. Et tout le côté Mais oui, je suis d'accord PTSD, avec aussi, Michael sur le côté subtil du film. Parce que c'est vrai que en reparlant, en fait, la fraternité est importante, mais c'est vrai qu'elle n'est pas appuyée. Et du coup, c'est parsemé sur plein de petits trucs légers du film. Et c'est quand même présent au final. Et c'est ça, ouais, c'est la subtilité, ouais, qui prime, je trouve. Et c'est pour ça que ça marche. Il y a pas de méchant, tu vois, dans le film. C'est juste. Et puis, voilà, il y a la grosse scène à la fin où tout part en vrille, où il casse la cuisine, il prend un flingue, il est à 2 doigts de se mettre une balle, et tu te dis, waouh, c'est le trauma, quoi. Et ouais, on reste sur sa fin. Oui, un parce que, peu, alors, on l'a pas dit, mais niveau trauma, il a quand même dû buter Ouais, c'est un ça. mec, mais un mec Un soldat qui, en américain, plus, ouais. avec Bah, un soldat un américain ami, ouais, avec parce qui il que- était, et un ami qui est devenu un ami, parce qu'il était enlevé avec lui pour être des otages, et ça faisait quoi, 1 mois ou 2 mois, 3 mois, je sais pas, enfin, une période de temps où ils étaient que tous les deux. Ouais. Donc il y a quelque chose qui les rapproche, c'est qu'ils sont que tous les deux, donc forcément ils ont une relation beaucoup plus, même s'ils étoffent pas du tout cette relation, hein, mais tu peux le comprendre, quand t'en as plus qu'un qui peut compter sur l'autre, c'est dur de te dire, le gars il a dû le buter pour s'en sortir, et il s'en sort, Et c'est ça qui est horrible, c'est pour- presque, t'as presque envie de dire, il devait tellement presque espérer crever au fond de lui que Mais c'est ça, c'est pour ça qu'il est en colère et qu'il veut se flinguer, c'est Ouais. qu'il s'en veut horriblement. Et c'est pour ça que c'est subtil. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir en mode genre ah mais en fait ce que tu ressens c'est non, c'est un truc que tu devines toi-même et que tu comprends par l'ambiance. C'est un film d'ambiance en fait un peu, tu vois. Et C'est pour ça, même la fin, comme Michael, tu disais, il se soigne pas à la fin, il est pas guéri et tout. Il y a surtout ce truc que pendant tout le film, il a fait un truc tellement horrible que il peut pas juste te dire je me suis fait torturer. Et c'est pour ça que j'ai fait le plus gros trauma, c'est le fait qu'il ait tué un de ses collègues. oui, bien sûr. Et du coup, il y a tout le film où il peut pas le dire parce qu'il déjà il assume pas lui-même, mais il se dit si je dis aux gens que j'ai tué quelqu'un, et en plus un soldat américain, les gens vont pas m'aimer, mais c'est surtout lui qui s'aime pas lui-même. Et c'est vrai que la fin, avec le côté où il finit par avouer à sa femme, je l'ai tué, et il le dit, tu vois, il y a vraiment ce truc où tu sens la porte ouverte vers l'acceptation et vers le fait qu'il aille mieux. Après, évidemment, je pense que tu te remets pas de... Clairement, je pense pas que tu te remettes de ça de manière globale. Tu peux aller non, mieux je pense peut-être, pas. mais bon, c'est compliqué quoi. Mais c'est ça aussi que j'ai bien aimé dans le film, c'est que presque, si vraiment tu gardes juste la partie où lui, il est porté disparu et il est passé pour mort, il y a juste un espèce de film qui pourrait presque être une comédie romantique entre Jake Gyllenhaal et Nathalie Portman. Et en fait, cet épisode-là est parsemé d'images de torture et de gars qui se font torturer et tout en Afghanistan. Et du coup, tu perds jamais ce côté grave qu'a le film, malgré le fait qu'il montre une histoire d'amour plus ou moins, plus ou moins une histoire d'amour quoi. Ok, nous allons maintenant passer au film de Guillaume, donc tu vas nous dire ce que tu as choisi.
Eh bien, comme voilà, le thème fraternité, moi ça me parle pas trop, j'avais vraiment aucune idée. J'ai regardé dans ma DVD Tech et je suis retombé sur un film que je n'avais pas vu depuis très longtemps et qui sera plus une histoire de sororité plus que de fraternité, puisque c'est Seven Sisters, donc qui est un film de 2017. Alors le réalisateur c'est Tommy Wirkola, hein, heureusement que j'ai le nom sous les yeux. Et c'est un film de science-fiction qui raconte l'histoire d'une dystopie, on va dire, où les ressources se font rares sur Terre et du coup les États-Unis adoptent une politique de l'enfant unique. Sauf qu'il y a une mère qui donne naissance à des septuplets, je sais pas si on doit dire comme ça. Donc qui a 7 filles en gros d'un coup. Il me semble qu'elle meurt en couche. Et le père, du coup, non, le grand-père, je crois que c'est le grand-père, Willem Dafoe. C'est le grand-père, ouais. Ouais. Le grand-père, en fait, va s'occuper de ces 7 filles et il va chacun leur assigner un jour de la semaine et il va les cacher et va les faire sortir chaque jour, enfin, un jour chacune, on va dire. Et il va les faire passer pour une seule et même fille, en fait, tout au long de leur vie. Et le film commence, on découvre voilà, un peu tout l'univers, mais l'histoire commence quand elles ont 30 et quelques années. Quand Monday, du coup, enfin lundi, disparaît, et ses sœurs sont là, pourquoi elles ne rentrent pas, qu'est-ce qui se passe? Et elles vont se lancer dans une enquête, finalement, où elles vont essayer de retrouver leur sœur disparue, et ça va finir par rejoindre, je sais pas si je spoil ou pas, mais... Alors, messieurs, dames, comme d'habitude, vous êtes dans Cinésphère, et dans Cinésphère, on spoil comme des gros bâtards, donc tu peux y aller. Ok, donc tout ça, toute cette affaire de disparition, c'est relié au gouvernement et à la salope jouée par Glenn Close, hein, parce qu'on peut le dire, c'est une belle méchante. Et en fait, les 7 sœurs vont faire tomber le gouvernement en fait, en prouvant que cette politique d'enfant unique est une grosse connerie. Et je crois qu'il y a 5 sœurs au final qui vont mourir. Il n'en restera plus que 2, dont une qui a perdu un œil. Et je crois que c'est tout, hein. Globalement il n'y a rien de plus, voilà, il y a plein d'autres détails, mais c'est ça, c'est un film de science-fiction un peu dystopique, et je trouvais ça original en fait. Moi j'ai bien aimé ce film, alors je lui ai mis 6, un bon 6. Je pense qu'il y avait mieux à faire, mais ça aurait pu être bien pire, voilà, donc je sais pas si c'est la meilleure critique qu'on peut dire dessus, mais je trouve qu'il y a, en fait, il y a de bonnes idées qui sont parsemées dans le film, et d'autres où je trouve que ça tombe un peu dans la facilité. Mais j'ai bien aimé l'univers. Noomi Rapace, c'est une actrice que j'aime vraiment, vraiment bien. Et alors j'ai eu du mal, un des défauts, c'est que j'ai eu du mal à repérer chaque sœur pendant le film, parce que je trouvais que l'exposition n'était pas évidente à ce niveau-là. Et surtout que, alors elle essaye de se faire une coupe de cheveux différente pour les 7 sœurs, mais le problème c'est que, alors il y en a une, genre samedi je crois, elle est blonde peroxydée, donc là c'est facile de la reconnaître. Mais t'en as 3, je crois, qui ont la même coupe de cheveux, la même couleur de cheveux, et j'ai du mal à les différencier. Et pareil, c'est difficile d'avoir 7 personnages principaux dès le début, et de savoir qui fait quoi. Il y en a une, c'est le hacker, une autre, c'est une grosse cascadeuse, une autre, c'est, je sais pas, la grosse fêtarde, tout ça. Bref, c'était un peu compliqué de suivre tout ça. Et ouais, en fait, je me dis comment tu peux réussir à faire à faire tenir la route à un film qui a 7 héroïnes en fait en l'espace de 2 heures, et je trouve que du coup il brûle parfois un peu les étapes. Mais en dehors de ça, je trouvais que ouais, c'était quand même une bonne idée, un bon postulat. Le film est assez bien fait. Je trouve que les acteurs sont tous assez convaincants. Noomi Rapace évidemment et Willem Dafoe sont très bons. Et ouais, il y a des bonnes scènes d'action, des bonnes scènes de tension, mais encore une fois, je trouve que le scénario est un peu facile peut-être, et je trouve pas qu'il y ait voilà, de grands moments en fait où on se dit ah ouais, ça c'est vraiment original, ça c'est vraiment bien. Non, c'est un peu comme American Nightmare, on entend le postulat, on se dit ah c'est pas mal du tout, et en fait quand tu vois le film, tu fais ok, ouais, bon, je trouve que ce film est quand même meilleur qu'American Nightmare à ce niveau-là. Mais voilà. Je pense que le film aurait peut-être été meilleur s'il avait été une série. Pour se poser plus et s'accrocher beaucoup plus sur les personnages, attendre plus longtemps et vraiment. Bien sûr. Ouais. Parce que c'est comme tu dis, je crois que je suis
entièrement d'accord avec tout ce que tu dis. Moi, j'ai quand même mis un point de plus, j'ai mis 7 au film. Mais parce que j'aime beaucoup l'univers, j'aime beaucoup le truc, mais je suis d'accord avec toi, toutes ces facilités et le fait que c'est compliqué de discerner un petit peu chaque personnage et qu'en fait, au final, à part un ou deux personnages qui ressortent un peu plus que les autres, les autres ils meurent et tu fais je m'en fous un peu en fait. Ouais, c'est ça. Rien à foutre qu'elle meure chaque fille et c'est là tu fais ok, c'est bien, t'es morte et toi t'es morte et toi t'es morte et puis j'arrive pas à m'accrocher et puis même elles ont même pas trop le temps de pleurer leur sœur. Oui, exactement. Parce que c'est particulier. Ça, c'était un truc important, c'est que on sent qu'il y en a qui se font à cette vie, on sent qu'il y en a d'autres qui ont énormément de mal à se faire à cette vie en fait. À se faire à ce truc-là de ne vivre qu'un jour par semaine avec une identité. C'est même tout le propos du film, parce que c'est pour ça qu'il y a tout ce bordel d'ailleurs. C'est à cause de Monday qui a pété le câble. Mais le problème, c'est que du coup, c'est très difficile en fait de s'identifier à elle, parce que c'est ça, il faut plus de temps pour établir en fait les positions de chacune. Et c'est difficile de faire ça en seulement 2 heures. Du coup, leur technique, c'est ils en font disparaître... la première dès le début, on se rendra compte que c'est une traîtresse et on la retrouvera qu'à la fin. La deuxième, elle se fait capturer. Une traîtresse, mais entre guillemets pour une bonne raison. Oui, on va dire, ouais. Elle se plante complètement, mais voilà. La deuxième, elle se fait kidnapper et elle disparaît, donc il en reste plus que 5. Et puis il y en a 2 qui vont mourir très vite, je crois. Et grosso modo, ça va surtout être 3 et elles vont toutes mourir une par une. C'est ça que je trouve dommage, c'est que elles perdent. Ça fait plus de 30 ans qu'elles sont sœurs. Et à la fin, la meuf, elle a perdu 5 de ses sœurs, dont une qu'elle a tuée elle-même. Et oui, c'est difficile de se remettre de ça. Et c'est le problème que j'ai dans ce genre de film, c'est qu'avec des frères et sœurs, quand ils meurent, et on en reparlera peut-être plus tard, c'est moi je perds ma sœur, je suis dévasté en fait. Il n'y a pas de mais je vais continuer pour la bonne cause. Non, là c'est non, c'est pot de glace à la vanille devant des séries tristes en écoutant des James Bond et puis fini quoi. Et à noter que, désolé, juste avant que j'oublie, petit fun fact, l'acteur qui joue le concierge, là où celui à chaque fois qui lui fait un petit compliment quand elle rentre et qui se fait buter à la moitié du film là. Ouais. Alors c'est un acteur que beaucoup de gens je pense connaissent. Pas vous, mais c'est celui qui a donné son visage à Alex Hunter dans l'aventure sur FIFA. Et j'ai halluciné en le voyant. Je me disais, attends, mais je le connais lui. Et en fait, je crois que c'était dans FIFA 17. EA, ils se sont dit, vous savez quoi, on va créer une sorte de campagne, un mode histoire, où on va jouer à un jeune joueur qui va faire ses pas dans le grand monde, etc. Et en fait, c'est ce mec-là qui a donné son visage. Et du coup, lui, c'est ça qui est marrant, c'est que c'est un acteur un peu de seconde zone, mais qui est mondialement connu, parce que c'est celui qui a joué Alex Hunter dans FIFA, qui a été modélisé. Et du coup, j'ai trouvé ça très drôle et assez random de le voir là. J'ai complètement oublié. Donc, c'était marrant. Ok. Ouais. Mais après, j'aime bien l'esthétique du film. J'aime bien... Après, il n'y a pas des masses d'endroits différents. Il y a l'appartement ou l'entreprise. Et voilà. C'est ça, il n'y a pas grand chose. C'est vrai que l'univers, mais il reste joli. Les couleurs restent assez jolies et le plan, les plans sont relativement sympas. Les scènes d'action sont pas mal. Elles sont pas ni excellentes ni nulles. Elles sont bien en fait. Tu t'ennuies pas devant. J'ai été, alors moi je connaissais pas trop Naomi Rapace, mais Noomi Rapace plutôt. Noomi Rapace, je crois, je sais pas. Ouais, Noomi Rapace, et mais j'aime bien sa voix. Il y a un des personnages, celle qui a les cheveux blonds peroxydés là ou je sais pas quoi. Ouais, ça me dit. Quand elle hurle avec une voix suraiguë cassée là, et j'aime bien sa petite voix cassée en fait. Je sais pas, franchement ça m'a. C'est pas souvent que je m'accroche aux voix de personnages, mais c'est là que je me suis dit j'aime bien la voix de cette actrice. Et Noomi Rapace, mais c'est celle au-delà qui de joue ça, après, dans Prometheus et Alien Covenant, cette actrice. Ah ouais, mais c'est pour ça que j'ai voulu l'oublier volontairement. C'est possible. Alors pour lui rendre quand même hommage, parce que c'est quand même très triste, mais c'est avant tout celle qui a fait Millennium, la trilogie. Donc c'est là que je l'ai découverte, et c'est en termes d'actrice, c'est quand même mieux que Prometheus. Et non, mais le truc c'est que moi j'ai pas aimé le entre guillemets retournement de situation de la fin pour dire en fait on ne cryogénise pas les enfants, on les brûle. Ouais,
oh, ça change vachement quelque chose. C'est-à-dire que plutôt que de les glacer, vous les brûlez. C'est quoi le. Enfin, si, parce que normalement, ça veut dire que tu peux les faire revivre. Voilà, c'est ça, oui, mais c'est bullshit. Enfin, même Ouais. revivre, Mais. enfin, c'est débile. Mais Oui. je veux dire, il y a pas. Quand tu vois Glenn Close, comme tu dis, elle joue tellement une méchante de ouf. De base, tu fais, mais déjà avec la terreur que tu as instaurée, mais il n'y a pas une seule seconde où je crois que tu vas faire quoi que ce soit de sympa derrière. Pour moi, déjà, t'es une putain de connasse. Et il n'y a pas un moment où je me suis dit, oh non, en plus, elle tue des enfants. J'ai fait, bah oui, Bah oui, évidemment, mais- elle tue des enfants. Enfin, je sais pas. Ouais, mais Ça honnêtement, m'a- ça pour le coup, moi je trouve ça réaliste parce que voilà, je vais pas aller partir dans des élans lyriques sur la politique française, le gouvernement et tout. Mais quand tu vois ce que les gens sont prêts encore à gober après toutes les dingueries qui s'est passé avec le Covid et tous ces trucs-là, honnêtement, je pense que si ce cas de figure se produisait, à mon avis, ouais, il y aurait la majorité des gens qui seraient capables de la croire elle en se disant ah non non mais c'est bien, non je vois pas, j'ai pas de preuves donc je ne pense pas ça. Oh là Enfin, là. je suis persuadé que moi, c'est un truc ouais, que les gens pourraient croire. Mais c'est vrai que c'est sûr, quand tu regardes un film, tu sais très bien qu'ils sont pas cryogénisés, quoi. Tu sais très bien qu'il Ouais, bien il sûr. leur arrive. Bon, j'avoue que moi, la scène où tu les vois se faire carboniser, j'étais ah ouais, quand même. Ah ouais, c'est un peu hardcore. Oui, voilà. Moi, Mais, je me rappelle plus de la scène qu'autre chose. De la révélation, je me rappelle pas ce que j'avais ressenti particulièrement. Et même si je pense vous rejoindre. Mais c'est vrai que la scène est. Voilà, le fait que tu vois carrément les enfants qui se couchent dans une espèce de cocon là et qui qui se font vraiment carboniser de l'intérieur, c'est assez. Bon, après, ça va qu'il les endorme avant, heureusement. Ouais. Mais bon, Ah, c'est- c'est ce que j'ai adoré avec la meuf qui se fait jeter dedans, là, l'infirmière là, Ouais. qui se fait jeter dedans et qui sait qu'elle va Ça, c'est mourir bien. de cette manière. Ça, c'est jouissif. c'est ça. Carrément. Mais non, après le film, oui, il est très sympa. Avec Benjamin, c'est vrai qu'à un moment, on a vite fait parler tout à l'heure en privé, mais il me reparlait de la scène de Willem Dafoe qui coupe le doigt de chacune de ses filles, parce que Ouais. ce qu'il arrive à une de ses filles, forcément doit arriver à toutes les filles, vu qu'elles jouent tous le même personnage. Enfin, donc Karen, je sais plus quoi. Et le truc, c'est que elle va, donc du coup, il y en a une qui se blesse parce qu'elle décide d'aller faire du skate dehors, alors qu'on lui avait dit c'est interdit de sortir, c'est pas ton jour. Elle l'a quand même fait, et du coup, elle a fait ah ben, d'accord, t'as perdu ton doigt, eh ben, désolé pour les autres. Et ben clac, on coupe le doigt de toutes les autres. Et ça m'a rappelé moi un petit peu le Prestige, c'est ça. Ah, je me Film rappelle de pas de. Christopher Nolan. Ouais, je me rappelle pas. Ouais. J'avais pas aimé. Et c'est pareil en fait quand tu apprends. Voilà, on continue de spoil. Je spoil le Prestige. Vous pouvez zapper de 20 secondes. Dans le Prestige, tu apprends qu'en fait le dédoublement d'un des personnages, celui de Christian Bale, c'est parce qu'il a un frère jumeau. Et donc au moment où il se fait couper la main, il est obligé de couper la main de ce frère jumeau parce que ils ont le truc de faire tout exactement pareil pour faire croire que c'est un tour de magie depuis le début, quoi. Voilà, donc ça m'a rappelé beaucoup cette scène-là, et le fait de l'avoir déjà vue, c'est bête, hein, mais je trouve ça moins impactant du coup. Je me suis dit, j'ai déjà vu cette scène d'une autre manière. Bon là, c'est fait sur un enfant, donc c'est toujours un peu plus impactant, mais surtout que le mec leur apprend à ces gamines à ne rien ressentir. C'est clairement des robots, quoi, ces gamines. Il a été... T'as envie de dire, mais pourquoi tu les as pas laissées crever, quoi? Elles méritaient pas la vie que tu leur as donnée. C'est pas... Tu dis, j'ai fait ça pour Du coup, pour mes petites filles, mais t'as pas fait ça pour tes petites filles. C'est horrible la vie que tu leur as donnée. T'es une merde, en fait. Je pense que c'est le moment de mentionner le fait qu'on a vraiment pris 3 films où c'est vraiment le trio des pères de l'année, quoi. C'est vraiment des pères exceptionnels qu'on a dans les 3 films. C'est génial. Bah, du coup, Benjamin, est-ce que toi, tu te souviens assez du film pour continuer à dire 2-3 choses dessus? Moi, pas grand chose de plus que vous avez rajouté, donc ça va aller vite. Moi, je suis à peu près d'accord avec la note, même je sais plus, mais je crois que c'était un 7 de ce que je m'en souviens. Je pense que 7 c'est bien. Et ouais, je rejoins juste le fait que vous parliez des morts et tout, qu'elles sont pas forcément impactantes. Et effectivement, parce que je me rappelle de pas mal de choses du film. Mais c'est vrai que quand on en a parlé tout à l'heure avec Michael et qui m'a dit tout le monde meurt, enfin il y en a 5 sur 7 qui meurent, et je m'en souvenais pas. Et parce que effectivement, visiblement, c'est pas spécialement marquant, ou alors ça doit être très, très rapide. Puis c'est vrai que, comme vous dites, enfin, quand t'as un personnage où tu l'installes pendant tout un film, pendant 2 heures, et qu'à la fin il meurt, bah t'es impacté parce que tu t'es attaché qu'à lui. Mais là c'est vrai que du coup, bah voilà, 7, bah, même s'il y en a 5 qui meurent, bah bon, il y a un peu ce côté chair à canon, quoi. Donc bah oui, elle meurt, et en même temps tu te dis bon, il y en a plein d'autres à côté. Mais voilà, du coup je l'avais complètement zappé.
Et voilà, je crois me souvenir que j'avais trouvé un peu la fin, pareil, un peu tirée par les cheveux avec la sœur qui les a trahis pour, oui, des bonnes raisons, mais bon, je sais pas, j'étais un peu En fait, mitigé c'est sur la parce fin. qu'elle a elle est Un enceinte bébé, en ouais, fait. c'est ça. Et que du coup, pour sauver Ah ses oui, ouais. filles, ses Mm. sœurs, moi aussi, je trouve ça un peu quoi. Ouais, voilà, Euh, juste la fin. J'en ai un très bon souvenir du film, hein, mais c'est la fin, j'étais un peu en mode. Je sais que je m'étais dit, ouais, bof. hmm. Bon, et bien, ça a été Ah, je assez suis- expéditif. Bah, c'est des bonnes notes hein, jusqu'ici. Oh oui, ça reste bien, ça reste quand même bien. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Jusqu'ici. Jusqu'ici. Oh là là. En tout cas, peut-être pour Guillaume, parce que le film que j'ai choisi, moi, c'est Iron Claw, donc un film récent. C'est rare qu'on traite de films aussi récents, parce qu'il est sorti en 2024, celui-ci, et qui est réalisé par Sean Durkin. Je ne sais absolument pas ce qu'il a fait d'autre. En tout cas, Iron Claw, c'est quelque chose qui m'avait attiré à l'époque, pour les comédiens déjà, pour Zac Efron. Le voir dans ce rôle-là, ça m'attirait un petit peu. Et aussi parce qu'il y a. J'ai perdu son nom, celui qui joue dans The Bear, que j'aime bien Jérémy aussi. Allan White. Voilà, exact. Voilà, Jeremy Allen White. Bon, qui finalement est important à partir d'un certain moment du film, mais tout le début, il est pas là, en fait, tout simplement. Parce que lui, il est parti pour s'entraîner pour les Jeux Olympiques, mais finalement, il pourra pas y aller. Mais le truc, c'est que, en gros, c'est la famille des frères Von Urich, c'est comme ça qu'ils s'appellent, Ouais, Von Erich, Von Erich, qui est donc une histoire vraie, hein. C'est ça qui est important aussi dans le truc, c'est que c'est une histoire vraie d'une famille de catcheurs. Donc le père était catcheur, il a jamais réussi à être champion du monde, et il a toujours dit, le père, il y a une malédiction qui sont sur les Von Erich, et c'est quelqu'un qui se cache un peu derrière cette idée de malédiction pour avoir ruiné la vie de toute sa famille, en disant c'est un peu la faute de la malédiction, plutôt que de prendre ses responsabilités à de gros connards de père, hein. Et donc le truc, c'est que ce film-là, en gros, c'est voilà l'histoire des Von Erich, et ça commence plutôt bien. On voit vraiment cette fraternité, ces frères qui sont toujours ensemble, surtout comment il s'appelle, le Boy Scout là, donc le héros, joué par Zac Efron. Zac Zac Efron, Efron. qui lui vraiment c'est le mec le plus gentil du monde. C'est vraiment c'est ouais, mais moi je m'en fous, tant que je suis avec mes frères, je suis content. Et puis même si j'ai une femme, je veux vivre dans une grande ferme avec mes frères. Il est mignon, tu vois, il est choupinou. Et c'est une grosse montagne de muscles, mais choupinou. Et lui, il est Puis il se fait pressenti marcher pour dessus être, pendant tout le film aussi, parce que du coup, ouais, c'est ça. c'est un peu celui qui passe en dernier, quoi. Et c'est ça, mais au début, il est pressenti pour être le champion du monde, Ouais, donc ouais. c'est lui qui a un truc poids lourd. Sauf que à partir du moment où il prend son frère, qui a beaucoup plus de bagou que lui, en tant qu'assistant, on va dire, enfin assistant, en tant que second, quoi. Et bien, son frère, comme il a plus de bagou, il est plus fort au niveau de la com et tout, le père il va dire non, ça va être plus être ton frère qui va être pressenti champion du monde que toi, donc toi, voilà. Tu pourrais croire qu'il y a du ressentiment, mais c'est ça que j'aime bien aussi avec ce film, c'est que c'est assez réaliste aussi. C'est oui, il est jaloux, il est dégoûté, mais il accepte en fait. Il fait ça, bah oui, c'est mon frère, et jamais il va essayer de lui mettre des bâtons dans les roues ou quoi que ce soit. Sauf que son frère, donc ils sont quatre. Il faut savoir qu'ils sont quatre frères. Il y en a un qui fait pas vraiment de catch, il fait surtout de la musique et tout. Il y en a un, ils sont deux à faire du catch, et un quatrième qui, lui, était parti pour les Jeux Olympiques et qui va finalement se mettre à faire du catch aussi. Et donc, du coup, celui qui est pressenti pour être champion du monde devient champion du monde en allant au Japon. Sauf qu'il meurt d'une maladie intestinale ultra hardcore. On le voit gerber du sang, de toute façon, dans une scène avant. Il y a son frère qui lui dit: t'es sûr que tu veux aller au Japon? Il dit: bah, évidemment que j'y vais. Et tu fais: mais t'aurais peut-être pas Bah dû. alors, C'est pas à cause des je sais stéroïdes. pas ce que vous avez compris. Ouais, voilà, moi j'ai plus Ah oui, c'est vrai, compris c'est à que cause de. c'était Et oui, c'est vrai qu'il c'était arrête pas pas de se forcément piquer. une maladie. C'est vrai qu'il arrête. Oui, c'est vrai, Voilà. il arrête pas de se piquer, j'avais oublié. C'est- Je m'étais fait la réflexion pendant le film et j'ai oublié un suivant, ouais. Donc oui, c'est vrai que c'est ça, c'est à cause des stéroïdes qui il se piquait beaucoup. Et après, du coup, ils disent bon, lui il est mort, donc ça fout la merde. Mais là, t'as tout le monde. On disait ça par rapport à Seven Sisters, il y a un côté un petit peu quelqu'un meurt, on oublie. Là, vraiment, quelqu'un meurt, personne n'oublie, quoi. Ça traumatise tout le monde, et personne arrive à se sortir de ça. Du coup, il y en a un autre qui est pressenti, donc celui qui est joué par Jeremy Allen White, qui était parti faire les Olympiques. C'est lui qui va être pressenti pour prendre la place, on va dire, et être
au devant des projecteurs. Sauf que lui, il n'y arrive pas, il est vraiment en dépression, il est alcoolique et il va avoir un accident de moto, il va perdre une jambe. Puis ensuite, tu as son frère qui faisait de la musique, il va être entraîné par son grand frère, donc Zac Efron. Zac Efron. Lui, il va avoir une mauvaise chute, ce qui fait qu'il va être à moitié catatonique là, et il va finir par se suicider, ce qui va en foutre encore plus la merde et la dépression dans toute la famille, qui fait que celui qui a perdu une jambe finit par se suicider lui aussi. C'est merveilleux, et il faut savoir que dans l'histoire vraie, il y a un 5e frère qui s'est suicidé, qu'ils n'ont pas mis dans le film. Voilà. Et la raison pour laquelle ils n'ont pas mis dans le film, ils avaient peur que ça alourdisse et que ça plombe un peu trop le scénario. Voilà, c'est vraiment le terme qu'ils ont utilisé. Dans le film, on apprend au début que Zac Efron parle de son grand frère qui est mort quand il était petit. Mais enfant, du coup, je savais pas qu'en vrai, ils avaient vraiment... Ils étaient 6 en tout, ouais, c'est ça. Ils étaient 6 en tout. Un qui est né, qui est mort enfant. Et après, pour de vrai, la fraternité des 4 qu'on voit dans le film, ils étaient 5. Ah, ok. Et il y en a un, ils ont un peu mélangé les deux histoires en gros. Et mais oui, et en fait, il y a eu 3 suicides et un mort à cause d'une maladie, quoi. Enfin, à cause des stéroïdes et tout. Et il n'y a qu'un seul qui a survécu au père, c'est comme ça qu'ils le disent, qui a survécu au père. C'est celui campé par Zac Efron du coup. Parce que oui, bien sûr, évidemment, le père qui leur a appris à ne jamais pleurer, c'est vraiment la toxicité masculine puissance 10 000. Le gars, c'est vraiment une horreur. C'était un gros bonhomme J'ai vraiment constaté qu'on était sur le père de l'année au début du film quand il classe ses enfants et qu'il leur dit clairement alors moi mon préféré c'est lui, après à toi, après à toi et après à toi en dernier. Et tu fais bah yes, c'est génial de dire ça à ses enfants. Mais il leur dit quand même voilà, le classement peut changer. Et tu fais ah bah d'accord, ça va alors. C'est un film voilà qui est vraiment donc le côté fraternité, je le trouve assez marqué. Franchement, je le trouvais quand même plutôt pas mal parce que c'est vraiment c'est pas c'est vraiment tout un truc où ils essaient de se souder les uns les autres à travers cette malédiction entre guillemets. Au bout d'un moment, tu te dis au début oui, évidemment, tout ça c'est juste que si vous aviez pas eu un père aussi con, vous auriez peut-être pas eu ces gros problèmes sociologiques parce qu'ils ont des gros problèmes sociaux. Le mec joué par Zac Efron, vraiment c'est un mec qui a jamais connu une meuf de sa vie, il a toujours fait que du sport et voilà, et c'est tout. Et c'est d'une tristesse absolue, et tu te dis mais tout ça c'est à cause du père qui les a élevés comme des robots, et c'est horrible, tu vois. Après ils ont pas l'air très finaux non plus les fils, oui mais tu te dis c'est à cause de la famille, la façon comme ils ont été élevés, c'est ça qui... C'est très mauvais en fait, tu sens que tout est toxique dans ce qui s'est passé. Et là où on dit il y a une malédiction, parce que clairement, au bout d'un moment tu te dis mais c'est pas possible, parce que c'est une histoire vraie quoi. Tout ça est vrai, tu fais mais c'est horrible. Le côté malédiction, il est presque là. Mais d'un côté tu te dis mais s'ils n'avaient pas eu un père comme ça, ils auraient peut-être... Personne se serait suicidé, personne que... Tout ça, c'est la faute du père en fait qui a... Voilà. Le film après sinon... moi j'ai beaucoup aimé, j'ai mis 8 sur 10, c'est celui que j'ai préféré de la sélection. Désolé Guillaume. Mais je suis d'accord qu'il y a un petit rythme bâtard, et je pense que c'est surtout ça que tu as souligné, parce que tu as fait la blague en privé en disant Foxcatcher 2, et Foxcatcher est connu quand même pour être un film chiant à mourir. J'avais haï ce film, enfin haï. J'avais pas haï, enfin si un peu, parce que vraiment je crois que c'est un des films où je me suis le plus ennuyé de ma vie, Foxcatcher. Et ce film là, c'est vrai que au début, on est dans la gloire des personnages. Moi, j'étais pas au courant. Quand j'ai vu le film, je savais pas que j'allais voir des gens mourir. Je croyais que ça allait être que ça, en fait. Soit un rise and fall, mais au niveau juste de... au début, on va gagner, et après, on va perdre. Mais c'est tout. Je pensais pas que tout le monde allait mourir, en fait. Je m'attendais pas du tout à une histoire comme ça. Et c'est vrai que je connaissais pas l'histoire de ces personnes-là. Donc, vraiment, ça m'a beaucoup surpris. Donc, ça a beaucoup marché sur moi. Mais le truc, c'est vrai qu'il y a une baisse de rythme à partir du moment où le premier meurt. Parce qu'on est dans un truc où on est quand même dans un truc assez funky, avec beaucoup de bonne musique, assez rock et tout, pendant même pas tout à fait la première moitié du film, on va dire le premier tiers du film. Et après, c'est la chute, et là, c'est avec la chute qu'il n'y a pas possible, c'est forcément le rythme baisse un petit peu, on n'est plus dans l'action du début, on n'est plus dans le fun du début, et donc c'est un peu longué. Mais pour de vrai, ça m'a pas trop touché. Je me suis pas ennuyé devant le film. C'est vraiment pour pinailler que je dis ça. Moi, j'ai vraiment passé un bon moment devant. Je trouve que tout était bien. Je trouve les comédiens trop bien. Zac Efron, il est dans le sous-jeu, mais c'est fait exprès. C'est aussi pour montrer que il a aucun truc social.
Ouais, il ressent rien et à la fin, quand il se met à pleurer avec ses enfants et qu'il lui dit pourquoi tu pleures et qu'il dit en gros c'est parce que j'en ai besoin en fait, parce que là c'est plus possible. Et que les enfants, c'est bon, il y a un peu ce cliché des enfants qui sont plus intelligents que les parents et qui disent des phrases. C'est l'effet Monde de Narnia où c'est la gamine la plus petite qui a le plus de sagesse. Ça m'agace un petit peu ce genre de choses. Mais là, les enfants qui disent pourquoi tu dis que les garçons n'ont pas le droit de pleurer? Nous on est des garçons et on pleure. Oui, c'est vrai. Et, mais bon, voilà, ça reste mignon. Je pinaille encore une fois. J'ai quand même beaucoup aimé le film. J'ai passé un super moment. Je trouve que tout le monde joue bien. Et Zac Efron, je remarque que je l'aime bien. Alors, je le connaissais pas, moi, à l'époque de High School Musical. Mais je m'en étais quand même fait un cliché de mec que j'aime pas parce que j'aime pas ce genre de film. Et après, j'avais vu le film avec Matthew Perry, là. Où il joue lui jeune ou je sais pas quoi. Il y a pas une histoire comme ça? Je sais pas du tout, je connais pas du tout ce film où il y a Zac Efron et Matthew Perry. Oui, mais je crois que Zac Efron joue Matthew Perry jeune, un truc comme ça. Enfin, il y a une histoire comme ça. Enfin bref, j'avais bien aimé ce film. À 17 ans encore. 17 ans encore, exactement. Ah, ok. Et celui-là, j'avais bien aimé. Je me suis dit, oh non, franchement, pas mal. Puis j'avais bien aimé Zac Efron dedans. Je l'avais pas trouvé absolument génial ou quoi que ce soit. Mais là où il m'avait marqué, c'est dans le film sur Netflix, là, sur Ted Bundy, où il joue Ted Bundy. Et ce film-là est bien, parce que ce qui est excellent de ce côté-là, bah déjà c'est de prendre Zac Efron pour jouer Ted Bundy, mais d'un côté c'est très bien, parce que Zac Efron joue souvent un peu le mec un peu charismatique, beau gosse ou quoi que ce soit, qui est pas très beau gosse dans Iron Claw. Hein. Il a une tête toute carrée, bien dégueulasse. C'est voilà. parce qu'il a fait là, c'est parce qu'il a fait. Ouais. Oui, bien sûr. Oui. Et donc, du D'ailleurs, coup, je conseille un petit jeu. Vous prenez une photo de High School Musical et une photo de Iron Claw et vous faites le jeu des 7 différences. C'est marrant. Et donc, ouais, dans ce film-là où il joue Ted Bundy, ça lui allait super bien aussi. Et donc, bref, tout ça pour dire que Zac Efron, c'est quelqu'un que finalement je me mets à apprécier parce que surtout qu'il choisit pas des films. Il aurait pu choisir des films un peu mainstream, un peu quoi que ce soit, mais au contraire, hein, il va choisir ses films, des films un peu moins grand public, et franchement, ça lui va très très bien, et il devrait continuer à faire ça. C'est un peu comme Johnny Depp à l'époque, je trouve, qui aime un peu tenter des trucs, le cinéma d'auteur et tout. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Donc voilà, tout ça pour dire que le film, pour moi, c'est une bonne surprise. Je m'attendais pas à un truc aussi dramatique et ça a marché sur moi. Voilou. On va prendre Benjamin. Oh bah non, Guillaume, allez. Il est chaud. Il est chaud pour continuer à défoncer les films. Moi, je t'avoue que j'ai eu énormément de mal. Hein. Je me suis vraiment beaucoup emmerdé devant ce film. J'ai pas réussi à rentrer dedans. J'ai trouvé ça chiant en fait, juste chiant. Et j'ai découvert à la fin que c'était tiré d'une histoire vraie, donc je me suis dit au moins c'est pas une espèce de dépressif suicidaire qui a écrit le scénario, c'est un truc qui est vraiment arrivé, donc ok. Mais vraiment, c'est... Et surtout en fait je trouve que ça prend pas en fait, j'arrive pas à me mettre à la place des personnages, déjà je les confonds tous. C'était terrible, sauf Zac Efron. Ouais. Et pourtant, je connais ces acteurs, hein, surtout Harris Dickinson, là, un des frères, alors je sais plus lequel il joue. Mais lui, je l'aimais bien, justement, ce frère-là. Je crois que c'est le plus jeune qui se pique. Parce que je l'avais vu dans Kingsman, The First Mission, je crois, un truc comme ça. Et il joue le fils de Ralph Fiennes dedans. Et j'avais adoré ce film et cet acteur. Et en vrai les acteurs ça va, mais c'est juste l'histoire en fait. J'ai pas trop de choses à dire, je me suis juste horriblement fait chier devant ce film. C'est vrai que Zac Efron physiquement il est assez monstrueux et je trouve ça tellement dommage parce que c'est pas comme s'il avait genre 50 ans, il en a quoi? Il en a 30, 35, un truc comme ça. Et je me dis c'est tellement triste qu'il se soit fait ça Zac Efron, enfin c'est terrible. Et ouais, du coup, même au niveau du jeu d'acteur, Lily James, pareil, c'est une actrice que j'aime bien, hein, qui joue dans Baby Driver. Mais Ah, voilà. Mais oui, je savais que je l'avais vu dans un truc que je me rappelle plus. Ok. Et c'est juste, il se passe rien dans ce film, c'est chiant, et c'est ça, mais vraiment, j'ai rien à dire. Je suis pas rentré dedans. J'ai juste attendu que ça se finisse, c'était interminable. Et ouais, vraiment, je me suis fait chier. En fait, je me suis fait chier. J'ai rien noté de particulier sur ce film. Je l'ai quasiment déjà oublié. Et ouais, je trouvais que il y avait un montage qui était bizarre. Genre comment le gars qui a un accident de moto, tu sais, qui fonce, et après ça cut directement. Tu le vois se lever.
et il a des béquilles. Donc j'étais là, alors quoi? Alors c'est qu'il a eu un accident ou quoi? Et après tu vois qu'il lui manque un pied et tu fais bah ok, mais ça. Enfin tu sais, j'ai trouvé ça bizarre. Il y a même pas genre un flou avec une ambulance ou un truc comme ça et tout. Et puis après ça cut, tu sais, pour te faire comprendre. Non, c'est vraiment il fonce en moto, cut, il se réveille un matin et il prend des béquilles et il marche et il lui manque une jambe. Et t'es là, Moi, je trouve ok. que ça a marché. Bah, je... Moi aussi. bah lui, Parce que tu lui, sens perso, l'accélération au bien, début, juste avant, tu sens que, enfin, il y a vraiment ce côté vitesse quand il est sur la moto. Et moi, je l'ai senti venir. Je me suis dit, mais ça va trop vite en fait. Il va se passer un truc. Ah oui, c'est ce que. Après, le fait Mais que- moi aussi, je me suis dit, il va se tuer. Et après, ça coupe et je me dis, ah bah non, en fait, non. Et tu vas prendre des Mhm. béquilles, tu fais, attends, pourquoi il y a des béquilles? Quoi? Et enfin, tu te dis, Ouais, ok, mais donc moi, il y a- j'ai justement, même je vu trouve- venir. Je trouve que le il y a côté un peu juste- surprise était bien foutu. il y a juste Enfin, 2 ans je sais qui pas, se sont j'ai bien aimé. écoulés, il a déjà cicatrisé tout. Enfin, je sais pas, c'est. Moi, ça m'a vraiment. Enfin, pour moi, ça n'a pas marché, justement. Comme lui. Il marche plus. Mais du coup, oui, enfin, vraiment, ça n'a pas marché sur moi, ce truc-là. J'ai juste fait, ah non, il n'a pas eu d'accident, ok. Et après, ah bah si, il en a eu un, mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Enfin, je sais pas. Et ouais, et puis, ouais, vraiment, enfin, je me rends compte que les biopics, c'est vraiment qui tout double, hein. C'est soit c'est intéressant quand c'est sur une personne intéressante. Alors j'ai pas vu. Alors je prends le pire exemple. J'allais dire Bohemian Rhapsody parce Oula que là. Freddie Mercury est très intéressant, mais le film, j'ai vraiment pas envie de le voir. Mais un biopic, ouais, ça peut être intéressant si c'est, je sais pas, sur Michael Jackson, un truc comme ça. Mais enfin, un biopic d'un mec comme ça, j'en ai rien à foutre, tu vois. Et alors oui, hein, c'est terrible ce qui leur est arrivé et tout ça, mais juste, ouais, enfin vraiment, c'était Virgin Suicide, quoi, mais avec des mecs. Donc vraiment, ça m'a saoulé, ça m'a blasé. C'est ça, c'est génial aussi. Là, ah oui, Virgin Suicide, il est très bien. Mais celui-là, non, juste, ça m'a saoulé. À la fin, j'étais content quand ils se tuaient tous, parce que j'étais là, bon, bah, ça fera un personnage de moins, on se rapproche de la fin, tu vois. Oh là là, mon Dieu. Et ouais, bah, je suis désolé, hein, mais c'est vrai que je me suis pas du tout attaché au personnage, à rien. Ah ouais. Je les ai reconnus, hein, pourtant, il y a le père, c'est le traître dans Un homme en colère. La mère, c'est celle qui joue la copine de Jim Carrey dans Menteur, Menteur. Il y a tout ça, et à chaque fois, je dis, ah cool, ouais, je connais cet acteur, tout ça, mais enfin, c'est là que s'est arrêté mon fun. Le père, c'est aussi un des principaux de Mindhunter. Voilà, c'est une très bonne série que je conseille à tout le monde ok. sur Netflix. Très connu, mais du coup, voilà, c'est lui. Et c'est là qu'il s'est fait connaître d'ailleurs, parce que après cette série, je l'ai vu un peu dans plusieurs trucs. Et du coup, j'ai mis 3 au film. Voilà. Oh là là, Wow. aïe 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 Wow. aïe. Calme-toi, mon Dieu. Désolé, hein, j'ai vraiment pas passé un très bon moment. Donc, Bon bah tant pis, moi je l'ai beaucoup aimé, c'est l'essentiel. Eh bien, tu as fini, Guillaume? Benjamin. oui, j'ai fini. Oui, eh ben, heureusement, on finit sur une bonne note parce que moi aussi j'ai beaucoup aimé. J'ai mis 8 également. Ah, Et, Ouais, vas-y, vous me saoulez, mais. et non, alors moi, je suis pas déjà d'accord avec toi, Guillaume, quand tu dis il se passe rien. Je veux dire, il y a quand même. Il y a un enchaînement. Il y en a un qui perd son pied, il y en a un qui meurt parce qu'il est malade, il y en a un qui se fait. Et puis c'est ça en fait, le côté, celui qui. Le plus. Je crois que c'est le plus jeune, qui est un peu l'artiste de la famille et qui vient au catch un peu malgré lui, qui fait donc une mauvaise chute, donc il doit se faire opérer de l'épaule. Et du coup, c'est ça, parce que à la scène où ils sont à l'hôpital, le médecin dit clairement, mais à la base, c'est une opération bénigne, hein, normalement, il n'y a pas de souci. Et lui, bah, ça tombe sur le gars qui fait un coma, quoi, et qui finit un peu mi-légume à la fin, parce Ouais, qu'il ouais. sort du coma, mais il est un peu ralenti, quoi. Enfin, et du coup, bah, pareil, tu vois que bah, il essaye de reprendre la guitare, mais vu qu'il a eu cet accident-là, bah, il peut plus, alors que c'était un peu pour la musique qu'il vivait à la base, quoi. Et c'est juste après ça, du coup, qu'on voit qu'il se suicide. d'ailleurs, alors, mais ouais, je l'ai pas dit aussi, mais il y a une scène qui montre aussi à quel point ils ont un père fabuleux. C'est dans la scène de suicide de celui qui a perdu une jambe, du coup. C'est en fait, il appelle son frère Zac Efron la nuit en disant Oui. je crois que je vais faire une connerie, il faut que tu m'aides. Et donc, comme il n'est pas sur place, il appelle le père en disant s'il te plaît, il va falloir que tu gardes un œil sur lui, puisque je pense qu'il va faire une connerie. Et comme il est avec toi, enfin il est chez toi en ce moment, garde un œil sur lui. Et le père il dit non, mais c'est vos problèmes de frère, ça. D'accord. Et Oui. en effet, le lendemain, il arrive, le mec se bute, et il fait mais je t'avais dit de veiller sur lui. Il fait moi je t'avais dit que c'était pas mes affaires. Mais c'est tu toi es qui l'as le appelé, il lui dit. pire père C'est toi qui l'as Satan appelé, de t'as rien l'univers, fait. en fait. Mais c'est ça, tu fais, mais c'est horrible, mais c'est Satan leur père. Enfin, comment tu peux avoir aucun cœur à ce point-là?
c'est un truc de fou. En bref, je te laisse reprendre, Benjamin. Mais c'est ça, non, mais même après le premier décès de leur frère, là, celui qui était champion du monde, du coup, David, tu vois la scène de l'enterrement, et la scène d'après, c'est il réunit ses trois fils en disant bon, ok, maintenant que votre frère est mort, faut quand même pas perdre le truc, hein, et du coup, on va continuer à s'entraîner parce qu'il faut devenir champion, parce que moi, j'ai pas réussi à devenir champion du monde, alors il faut absolument qu'un de mes gosses le devienne, parce que sinon, ma vie est vraiment nulle, quoi. Et voilà. Mais du coup, non, ouais, genre, je trouve pas qu'il se passe rien dans ce film. Alors, d'accord, c'est pas le film le plus rythmé du monde, ça, on est d'accord. Mais de là à dire qu'il se passe rien. Et c'est vrai qu'il y aurait eu ce côté. Scène marquante, hein. Même les morts, la moitié, je m'en souviens pas. Hein. Je sais pas si c'est de la subtilité ou quoi, mais je trouve que justement, il tombe pas dans le trop dramatique en mode vraiment pathos, quoi, justement. Enfin, quand il y a quelqu'un qui meurt, justement, je trouve que c'est plus brutal et plus impactant. Enfin, genre la première mort, quand Zac Efron rentre dans la maison avec son père qui est assis sur la table de la cuisine et que juste il dit à Zac Efron ton frère est mort, il était au Japon et du coup il a fait une overdose, je sais pas quoi. Et là tu fais wow, ok, on est sur ce genre de film, parce que moi non plus je connaissais rien du film, hein. Je savais que c'était une famille de catcheurs, ça veut rien dire. Mais du coup je savais qu'ils avaient existé et tout, mais je savais rien, quoi. Donc c'est vrai que bon, première mort, tu fais ah ouais, d'accord. Après l'autre il se prend putain le pied, tu fais ah ouais, d'accord. L'autre il se suicide, tu fais wow, ok, calmez-vous quand même. Ouais, mais je sais pas, moi justement cette scène où je me dis oh putain, il y en a un qui est mort, je me demande ce qui va arriver maintenant. La scène d'après, c'est limite si t'entends pas une horloge qui fait tac, tac. Le gars qui rentre, le père qui est sur la table, ton frère est mort. Quoi? Voilà. Enfin, je sais pas, c'est. On a vraiment. Je vois qu'on a vu le même film, mais pas du tout avec les mêmes lunettes. Mais non, moi ça m'a justement tout ce que vous dites. Ah ouais, c'est super, il se passe plein de choses. Non, ça m'a saoulé. Et c'est pour ça que j'ai mis en vrai, ouais, je pense c'est entre 3 et 4, je vais être sympa pour ce film. Mais c'est parce qu'à la fin, j'ai vu que c'était tiré d'une histoire vraie, tu vois. Moi je pense que c'est 3,5, tu vois. Mais oui, j'ai vu que c'était tiré d'une histoire vraie, j'ai fait ah. Donc voilà, c'est pas juste un scénario débile. Et quand tu vois que l'histoire vraie est presque encore pire que le film, c'est terrible, c'est un truc de fou. Mais c'est vrai que justement en plus j'ai écouté il y a quelques jours l'épisode où on parle des histoires vraies et des films historiques dans l'épisode de Cinesphère et que nous avons fait avec notre ami Erwan et Cassandre. Et du coup c'est vrai que là j'y ai repensé et je me suis dit là c'est le genre de truc où franchement. Alors j'ai même pas cherché comme toi Michael à voir les différences ou quoi, c'est pour ça que j'apprenais qu'il y avait un cinquième frère, enfin un sixième frère du coup. Mais je trouve que ça n'aurait pas été une histoire vraie. J'aurais peut-être trouvé le film en mode ouais non mais là c'est trop de pathos, c'est trop de drame, arrêtez, calmez-vous, c'est n'importe quoi. Bon, c'est une histoire vraie et quand tu vérifies, enfin plus ou moins tout est vrai, ne serait-ce que sur les morts, quoi. Et c'est ça qui est fou, c'est que tu te dis non mais c'est vraiment vrai, quoi. Et même le côté malédiction et tout, c'est vrai que t'es mitigé pendant tout le film entre alors le père, il y a beaucoup de choses qui sont de sa faute, mais c'est vrai que typiquement enfin le gars qui se fait mal à l'épaule, il se fait opérer de l'épaule. Enfin, quelles sont les chances pour que tu fasses un coma après une opération de l'épaule, quoi. C'est fou. Ouais, c'est ça, pour moi, c'était vraiment la comédie romantique ratée. Tu mets un coup de poing, l'autre il est dans le coma et tu as frappé mon frère, je te parlerai plus. Et non, mais c'est pour ça que je dis que, allez, je vois peut-être la note à la hausse de 0,5 points, on va dire, à la fin, parce qu'au moins c'est tiré d'une histoire, mais ça n'empêche pas. Voilà, je suis désolé, c'est juste que. Je l'ai déjà dit, mes notes, c'est soit vis-à-vis de mon ressenti sur le film, soit est-ce que j'ai envie de revoir ce film. Là, je me suis fait chier et j'ai pas envie de revoir ce film, donc je vais pas aller lui mettre 6 parce que... Enfin, non, et honnêtement, je trouve que c'est pas un très bon film, quoi. Hein. Mais je pense que je suis juste pas la cible. Et c'est vrai que les films comme ça, moi, ça a tendance à me saouler. Ouais, c'est un peu un Brothers, mais en moins bien. Voilà. En moitié moins bien, du coup. Oui, quand même. Alors, beaucoup moins mais, bien. Non, alors, en plus... oui, j'ai eu un peu peur au final, Guillaume, quand tu as vu le film et que tu as mis sur la conversation, tu as fait la vanne sur Foxcatcher, et j'ai également pas aimé ce film du tout parce que je me suis royalement ennuyé devant ce film, pour rester poli. Donc c'est vrai que j'avais peur, du coup je me suis dit putain, si c'est aussi palpitant, ça va être long. Et non, enfin le film fait 2h10 et
j'ai pas senti les 2h10 et je me suis pas dit c'est trop long. Et certes, c'est un film où faut savoir ce que tu regardes, je pense. C'est surtout ça. Si tu regardes ce film en mode je vais regarder un film sur le catch, il va y avoir des bastons pendant tout le film et tout. Non, clairement non. Mais voilà, si tu sais que tu regardes un drame familial, moi j'étais un peu préparé à ça. Donc je n'ai pas senti spécialement la longueur ou quoi. Et il y a juste là, c'est même pas la fin, c'est juste il y a une petite scène un peu hors du temps, littéralement même, qui m'a fait un peu bizarre, mais c'est pour parler, chipoter un peu. C'est là, quand le dernier, donc Jeremy Allen White, se suicide. Il y a une petite scène où il retrouve ses frères dans un espèce de paradis où tu fais ça j'ai pas compris. Vous étiez pas obligé en fait. Ouais, c'est ça. Et même c'est un peu le rêve de Zac Efron, on va dire. C'est lui qui imagine ses frères se retrouver les uns avec les autres. C'est comme ça qu'ils le font, parce que je crois qu'ils se réveillent juste après ou un truc comme ça. C'est un moyen de pour lui. J'avais pas vu comme ça. Mais ouais, c'est ça. C'est Zac Efron qui rêve, je sais pas si consciemment ou pas, mais qui rêve de ça. Enfin, qui rêve que ses frères sont parce que cette scène-là se finit sur Zac Efron qui regarde le cadavre de son frère sur la table de la cuisine, quoi. D'ailleurs, pourquoi il le fout là? Il va foutre du sang partout. Enfin, j'ai pas trop compris. Il va prendre le cadavre dans le jardin, il vient le foutre sur la table du salon. Enfin, quoi? Je sais pas. Mais c'est peut-être le souci à ce moment-là, Guillaume. Non, mais ce que je veux dire, c'est que fait un bonjour le trauma, tu vois. Après, Mais non, mais en fait, Guillaume, c'est le père. Genre, il arrive, mais putain, t'as foutu du sang partout. Mais tu sais combien de temps ça va faire pour nettoyer ça, le sang comme ça? Bah non, mais bordel. Enfin, je sais pas. Moi, ça paraît bizarre. Si t'as quelqu'un qui se bute, à la limite, ouais, tu le tires. Je sais pas. Enfin, ouais, je sais pas. Bref. On n'est plus à ça près de toute façon. Mais il faudrait qu'on ait cette discussion. Bon, le problème, c'est que je me souviens plus du tout de Foxcatcher. Je me souviens que de quelques scènes parce que je m'étais royalement fait chier aussi. Foxcatcher. Et puis, même, je commence à oublier Iron Claw, mais je serais curieux de savoir pourquoi vous avez aimé Iron Claw et pourquoi vous n'avez pas aimé Foxcatcher. Et justement, je trouve que typiquement dans Foxcatcher, il ne se passe rien. Alors que là, parce que t'as même pas de scène marquante en mode il y a le peu de scènes marquantes dont je me souviens dans Foxcatcher, c'est quand Channing Tatum s'énerve dans sa chambre et il pète un miroir et il se fait mal à la main, sachant qu'en plus j'avais appris que c'était de l'impro entre guillemets et qu'il s'est vraiment fait mal à la main et que le sang qu'on voit c'est son vrai sang. Mais bref. Et voilà, c'est ça dont je me souviens du film. J'ai revu l'affiche là pendant qu'on en parlait. Et j'avais oublié qu'il y avait Mark Ruffalo, par exemple. Je me souvenais qu'il y avait Steve Carell, mais voilà, j'ai oublié les acteurs. J'ai oublié le film, et parce que je me souviens qu'à la fin, il y en a un qui se fait buter par un autre, mais je me souviens même plus qui c'est en plus. Voilà, tu vois, pareil, vaguement. C'est dire, il y a une fusillade à la fin, et pour moi, ça m'a vraiment fait penser au mec qui se met une balle dans la tête à la fin de celui-là, quoi. Mais je me souviens d'un film où c'est vraiment tu suis un gars qui s'entraîne à faire de la lutte et c'est tout. Et voilà. Mais là non, enfin moi en plus là ce que j'ai pour le coup je trouve que pour revenir un peu au thème c'est je pense celui qui m'a le plus parlé et que je trouve qui est le plus raccord, parce que oui, enfin il y a vraiment ce côté frère à chaque fois qu'ils se voient ils se prennent dans les bras et tout, et puis il y a vraiment ce côté un peu uni contre l'adversaire qui est un peu le père, qui est un peu en mode une forme d'autorité, et il y a quand même du respect et tout vis-à-vis du frère, mais tu sens que c'est un respect un peu biaisé parce que y a des moments où ils savent malgré tout, enfin peut-être qu'ils sont dans le déni, il y a ce côté là aussi, mais tu sens qu'ils savent que leur père est un peu une horrible personne. Et même il y a un truc une espèce de flashback un peu à la fin, avec Zac Efron, je crois que c'est juste avant qu'il perde, je sais plus si c'est avant le dernier suicide ou pas, bref. Et du coup il dit notre père a toujours parlé de la malédiction et ça l'a jamais vraiment effrayé, cette malédiction, parce qu'il part du principe, il nous a toujours dit si vous vous entraînez, que vous êtes fort et que vous vous musclez et tout, ça vous atteindra pas. Et du coup il y a un peu ce côté là où tu sens qu'ils savent que c'est un peu de sa faute, mais que lui il est dans le déni total et qu'il est dans un truc de zéro remise en question, et qui se dit oui, la malédiction, non, voilà, il y a une malédiction, c'est pas ma faute, et comme ça je me lave les mains et j'ai pas à me remettre en question. Alors que voilà, il y a un peu cette ambiguïté de des fois c'est un peu abusé, mais des fois bon tu te dis oui, c'est un peu ta faute quand même. Donc c'est lui la malédiction. bonne surprise. Surtout ça.
Et pareil, alors ça c'est petit point bonus pour les musiques, parce que j'aime bien le rock des années 80. J'y ai pensé surtout quand j'ai entendu les musiques, je me suis dit ça va plaire à Benjamin. Il y a des mecs musclés de la musique rock, il va être content. C'est vrai. Et ça fait penser à un autre film sur le catch qui n'est pas du tout fun non plus, qui est un drame, c'est The Wrestler avec Mickey Rourke Darren Aronofsky. Darren Aronofsky que je n'ai pas vu mais que j'ai en DVD qu'il faut que je regarde du coup. Ah, ça m'a un peu fait penser à Warriors aussi, là, ou Warriors, je sais plus, avec Tom Hardy. Ah, il est bien celui-là aussi, ouais. Il était sympa. J'avais bien aimé celui-là. Alors, j'espère que tu es content de ton thème quand même, parce que tu as quand même plutôt de bonnes moyennes pour toi, Benjamin. Oui, Du thème que tu as choisi, donc c'est cool. Il y a Guillaume qui a mis un 3, mais je toi, note quand même que pour même toi, pour... les 3 films oui, sont moi, un bon choix. Quoi. Oui. Non, ouais, c'est bien. Et enfin, bon, du coup, il y en avait 2 que je connaissais et je savais que j'aimais bien. Mais Oui, c'est bien vrai sûr. que Iron Claw, je voulais le voir déjà de base, depuis qu'il est sorti, je voulais le voir même au cinéma et tout, donc je suis content d'avoir vu. Je suis content de l'avoir aimé. Mais non, Guillaume, même pour Brothers, qui au final dit c'est pas mon genre de film, mais il met quand même 7. Donc carrément. Pour le coup, ouais, c'est vraiment réussi. Et puis c'est surtout le jeu d'acteur, moi, qui m'a vraiment. Mais oui, bien sûr. Pareil, Nathalie Portman, elle est tellement forte. Nathalie Portman, c'est un truc de fou. Hein. Elle joue trop bien. Bon, de toute façon, depuis qu'elle m'a bluffé dans Léon. Non, dans Black Swan. plus récent que ça. Dans Black Swan, je trouve qu'elle est incroyable. Ah, oui. Mais, Black tu vois, même Swan. dans V pour Vendetta, je me posais encore un peu des questions. Mais Black Swan, c'est sa consécration. Black Swan, il c'est est pas son meilleur rôle, V pour exceptionnel, Vendetta. ce film, hein. Je l'ai trouvé incroyable, Black Swan. Hein. J'avais très peur de pas du tout aimer. Je l'ai regardé, j'ai pris une claque de fou. Je suis d'accord. Il était trop bien. Ouais. Maintenant, nous allons donc passer à mon thème. Alors, ça a été très compliqué hier. Dans mon, je faisais part du fait que je me galérais pour ce thème parce que je savais pas quel film montrer. J'en avais plusieurs que je voulais montrer. En même temps, je savais pas lequel choisir. Je me disais, mais est-ce que je prends celui-là? Ah, mais non, peut-être plus sur celui-là. Mais dans ces conditions, je prends quel thème? Ça me prenait la tête en fait. Ça me prenait la tête parce que j'ai passé presque 1 heure à réfléchir à ce que j'allais faire, à ce que j'allais montrer, lequel j'allais choisir, etc. Puis je me suis dit, pourquoi je choisirais 3 films? Enfin, un des 3 films, alors que je peux en imposer 3, avec un thème particulier, vu que comme Guillaume a voulu faire un tour par tour en film qui pourrait plaire à, eh bien je propose aujourd'hui un tour par tour qui commence par moi, qui sont des cartes blanches. Et donc, je choisis les 3 prochains films qui seront pendant 2 semaines. Après, ça sera le tour de Guillaume, de Guillaume, et puis le tour de Benjamin. Et chaque fois, on choisira le 3 films. C'est carte blanche. Et carte blanche, ça veut dire, mais il n'y a aucune règle. Si vous voulez, vous n'êtes pas obligé d'avoir des films complètement différents. Vous pouvez avoir une trilogie, voire 3 mêmes films d'une saga, sauf James Bond. Non, c'est pas vrai. Non, tu fais ce que tu veux en fait. T'as carte blanche. Tu fais, soit tu prends des trucs. Alors moi, par exemple, j'ai beaucoup hésité à vous mettre un film que je n'avais jamais vu aussi dedans. Bon, finalement, je vais vous montrer 3 films que j'ai déjà vus. Mais et peut-être vous aussi. Mais non. Il y a 2 que c'est sûr que vous n'avez pas vu et un, je sais pas. Je vous souhaite en tout cas à tous une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Bye. Ciao les gars, bye bye. À bientôt, ciao. Hop. Et on n'oublie pas les cinéphiles, si ce podcast vous a plu, vous pouvez en parler autour de vous et le partager. Et pour nous soutenir, vous pouvez laisser 5 étoiles, un avis et vous abonner. Allez, la bisette.